Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est la suite de nos mercredis du 17. Vous aviez peut-être déjà assisté à celle du mercredi 12 novembre qui s'intitulait « Les actions des communes pour la famille » et où nous avions la chance et le privilège d'avoir des élus locaux qui sont au plus près du terrain et qui vivent une question magistrale pour eux, le désengagement de l'État et des CAF au profit des familles. Et comme chacun sait, c'est souvent vers les maires que l'on se tourne, les maires souvent qui n'en peuvent mais. Ce soir, nous poursuivons ce cycle de mercredi du 17e. Alors mercredi, parce que c'est toujours le deuxième mercredi de chaque mois civil, du 17, car nous sommes accueillis à la mairie du 17e arrondissement à Paris. Donc mercredi du 17, qui ont pour thème, pour presque une année et demie devant nous, celui que nous avons intitulé « Hiver démographique, pourquoi la France décroche et comment y remédier ?» Alors ce sujet, évidemment, est central aujourd'hui à notre pays qui a découvert, un peu stupéfait, que la courbe de naissance était désormais dépassée par la courbe des décès. Ceci n'était jamais arrivé depuis 1945. Ce sujet est fondamental pour notre pays, pour la survie de notre pays, pour des choses aussi simples que peut-être la survie du régime de retraite, qui aujourd'hui est encore un régime par répartition. Nous avons décidé d'en faire un sujet de livre blanc qui sera publié aux alentours de décembre 2026, donc nous avons un an pour travailler, et tous les mois, à l'occasion de ces mercredis du 17, nous nous retrouvons à la fois en présentiel, et je vous remercie, mais également en distanciel, et je remercie les youtubeurs qui sont actuellement présents sur leur écran d'ordinateur ou le téléphone portable, et peut-être aussi ceux qui par la suite nous écouteront en podcast. Tous les mois, un mercredi 17 pour approfondir une question liée autour du sujet de la démographie. Alors, premier intervenant ce soir pour notre sujet lié à l'enfant, premier fruit de l'amour, et nous avons deux intervenants. Alors l'intervenante, parce que nous avons choisi la parité ce soir, et c'est de bonne guerre compte tenu du sujet, nous sommes en direct, va arriver dans quelques instants. Elle est en direct actuellement sur une chaîne de télévision, et bien sûr, dès que son émission est terminée, elle nous fait la joie et le plaisir de nous rejoindre. Il s'agit de Gabrielle Cluzel, qui est auteur d'un livre parfaitement dans le thème de notre sujet, Yes Kids, on l'aura tout à l'heure, et elle nous expliquera pourquoi elle a écrit ce livre et ce sujet. Et avant tout, j'ai à côté de moi Paul Sébille. Paul Sébille, je vous présente. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef d'un site internet qui s'appelle l'Hexagone, la France en chiffres. Je vous invite vraiment tous à aller voir ce site internet, chers youtubeurs, chers présentiels, parce que c'est vraiment passionnant, ça résume, ça synthétise tout ce que nous pouvons prendre connaissance comme données sondagières sur l'état du pays, l'état de l'opinion. Donc, vous nous expliquerez votre parcours. Vous êtes analyste politique, vous avez travaillé pendant 5 ans chez IFOP en tant que directeur d'études, et puis vous avez ensuite travaillé pendant 2 ans au ministère de l'Éducation nationale comme chargé d'études d'opinion. Donc, vous êtes tombé dans la marmite des sondages. Chroniqueur régulier au magazine Marianne et au Figaro, on vous écoute ou on vous lit régulièrement sur votre analyse de la situation politique ou sociétale. Donc, vous êtes vraiment l'homme parfait pour ce soir, avant l'arrivée de Gabrielle Cluzel, mais vous pourrez l'interpeller aussi quand elle sera là, nous dire un petit peu l'état des sondages de l'opinion publique française au regard de la famille. Alors ma première question, c'est de vous demander, est-ce que les sondeurs et les sondages s'intéressent-ils à la famille ? Est-ce que c'est un sujet qu'ils cochent, sur lequel ils portent un regard, et est-ce qu'on a une certaine idée de synthétique de l'opinion française sur ce sujet au cours des 20 années précédentes ? Très bien. Alors bonsoir à tous. Effectivement, donc les sondages, c'est vrai, vous savez, on en voit beaucoup passer. Il y a des tas de sujets qui sont traités dans ces enquêtes d'opinion. Et la famille vient généralement s'inscrire soit dans la masse des institutions qu'on connaît aujourd'hui en France, pour évaluer un petit peu la confiance que les gens ont dans telle ou telle institution,
mais également, très précisément, la famille en elle-même comme sujet de sondage pour essayer de comprendre comment les Français se positionnent par rapport à elle. Et c'est vrai que la famille aujourd'hui, en tout cas dans le débat, est parfois un peu critiquée. Enfin, je pense là surtout à l'approche des fêtes. En tout cas, de mon point de vue, de ma génération, on voit le lien avec la famille peut être parfois conflictuel. On peut critiquer voilà, le fait de retrouver l'oncle qui est un petit peu gênant, ou les relations avec les parents aussi. C'est les fêtes de famille. Voilà, les fêtes de famille. Voilà. C'est vrai que dans ce contexte-là, parfois, la famille est très critiquée. Et ce que montrent justement les enquêtes d'opinion, et là il y en a eu une très récente de la semaine dernière d'Opinionway pour Le Figaro, qui montre que la famille reste une institution, malgré les critiques et malgré le contexte général qui est peut-être un peu anxiogène sur tout un tas d'autres sujets, reste un pilier important, un socle pour les Français. Pour preuve, quelques chiffres, c'est... L'Institut a testé différents domaines dans lesquels les Français sont épanouis ou non. Et le premier est évidemment leur vie familiale, mais aussi leur vie parentale pour ceux qui ont des enfants. À plus de 80%, c'est-à-dire que plus de 80% des Français déclarent être épanouis dans ces domaines-là, bien plus par exemple que dans leur travail, c'est à peu près 70-60%, ou dans leur vie sentimentale, qui est peut-être quelque chose de plus personnel, de plus introspectif, mais voilà, la famille en elle-même est quelque chose de positif, en tout cas vécu comme positivement, vécu positivement. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, notamment dans ce contexte peut-être de critique, parfois, comme je le disais, de la vie de famille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se focalise maintenant sur la famille en elle-même, plus par rapport aux autres domaines de la vie, mais la famille en elle-même, c'est qu'elle renvoie à des choses, des évocations positives aussi pour les Français. Il y a d'abord, par exemple, la question de l'amour, qui est citée comme la principale évocation des Français quand on évoque la famille. Il y a évidemment aussi la solidarité. Et à l'inverse, il y a très très peu d'évocations négatives, comme pour l'être, par exemple, la question du conflit, justement. Famille jevouée, ça n'existe pas dans les sondages. Voilà, exactement. C'est très minoritaire. C'est très minoritaire. Alors que c'est majoritaire presque d'un point de vue médiatique. Bah, c'est un peu. Alors, je ne sais pas si on peut voir ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cette idée-là, que la famille oppresse l'individu, renvoie. On voit les conflits générationnels qui peuvent exister dans la famille. Qu'on exacerbe, je trouve. En tout cas, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est quelque chose que, dans la jeunesse notamment, une vraie critique des parents qui ne comprendraient pas la jeunesse. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est les parents qui devraient aller en thérapie pour mieux comprendre ce qu'ils ont fait à leurs enfants. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas clairement cité dans les enquêtes d'opinion. Comme je disais, le fait que le conflit soit cité que par un Français sur 10, en rapport avec la famille, c'est quand même quelque chose d'important, puisque donc, ça veut dire que la famille reste à la fois un socle, mais aussi un repère sentimental assez fort, je trouve. Et je le disais aussi, voilà, l'amour, c'est le premier, la première citation, et aussi la solidarité. Donc ça renvoie peut-être à l'ambiance actuelle en France, où on ne fait plus confiance à beaucoup d'institutions, que ce soit à la politique, à son travail aussi. Les Français ont un rapport parfois un peu complexe au travail. C'est 50-50 en gros, 50-50 sur évocation positive, évocation négative sur le travail, alors que la famille, comme je le disais, c'est largement positif. Et on le disait aussi, la question de la solidarité, c'est aussi vers la famille qu'on se tourne quand on est dans des difficultés, bien plus que les amis par exemple. Donc là encore, la famille reste l'institution vers laquelle on va se tourner en dernier ressort si on a des soucis dans la vie. Maintenant, c'est, comme je disais, ce bruit qu'on a un peu sur les jeunes qui critiquent la famille, et même eux, dans les enquêtes d'opinion, voient la famille comme un repère et quelque chose aussi de très affectif, puisque là, les chiffres que je citais étaient vraiment ceux pour l'ensemble des Français, mais même pour les jeunes, c'est la famille a un rôle affectif et également un rôle aussi fort identitaire, plus que le travail. C'est-à-dire qu'on va s'identifier et exister par sa famille plus que par son travail, même quand on est jeune.
Et justement, alors ces enfants, comment ils s'insèrent dans la famille? Alors, c'est assez intéressant parce que les sondages, comme je disais, sont très positifs sur la famille, mais les enfants sont à la fois une source, et je vais le développer un petit peu, de satisfaction, évidemment, mais aussi de forte inquiétude. Et c'est là où l'institution de la famille, qui est censée être le repère que j'évoquais, devient aussi un facteur d'angoisse pour les Français, puisque évidemment la famille, l'institution de la famille s'insère dans l'écosystème qu'on le connaît. C'est notamment, enfin moi je pensais surtout, et les Français l'évoquent aussi, on s'inquiète pour ses enfants parce que le logement, parce que l'emploi, parce que l'avenir de la planète, etc. etc. Et autant on a confiance pour soi, mais pour ses enfants, on devient beaucoup plus inquiet. Et pour des raisons tout à fait objectives. C'est vrai que parfois dans les sondages, il peut y avoir beaucoup de subjectifs, mais là, le fait est que, par exemple, le taux de pauvreté chez les moins de 18 ans est plus élevé que chez les 65 ans et plus. Donc il y a une forme d'inquiétude sur quelle va être la vie de mes enfants. Ça, c'est aussi une réalité qui existe. La famille n'est pas que quelque chose de très positif, un repère, ça peut être aussi une source d'angoisse, notamment quand on est parent, vis-à-vis de ses enfants et de leur avenir. Je vais vous poser juste une petite Oui. incidente de méthodologie. Mhm. Quand vous dites que les instituts de sondage interrogent sur la famille, Mhm. est-ce qu'à ce moment-là, ils interrogent un panel qui, par exemple, qui ne prendrait en compte que les personnes en âge de parentalité Oui, bien sûr. ou qui ont une famille? C'est-à-dire que est-ce qu'on laisse de côté peut-être nos aînés, qui n'ont plus cette question, ou les très très jeunes, parce que je crois que les sondages, ça démarre à partir de 18 ans. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est vrai que là, tous les chiffres que j'évoque sont généralement sur les 18 ans et plus. Donc, par exemple, quand je disais au tout début que la source de satisfaction principale était la famille, là, ça concerne tous les Français, en tout cas tous les Français de 18 ans et plus. Mais je disais aussi, parfois, on peut tout à fait interroger les jeunes, et c'est là les chiffres que j'évoquais de manière plus générale sur les jeunes qui sont aussi très satisfaits de leur vie de famille, ils sont attachés à leur famille, etc. Donc ça va interroger peut-être des 15 ans et plus, ou des 15 ans, 25 ans par exemple. Et les chiffres de satisfaction sur la parentalité, là, ça va être évidemment que les parents qui seront interrogés. Et de manière générale, on interroge plutôt les parents d'enfants de moins de 18 ans. Mais là, pour cette question, c'était même les parents de grands-enfants, évidemment. Donc ça, c'était sur le point méthodologie, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Oui, c'est important de quand comprendre. je cite ces chiffres, évidemment, c'est ce panel représentatif des Français, ce qui donne une image moins biaisée, comme j'évoquais, de la famille, de la vie des Français, que ce qu'on peut voir par-ci par-là sur un micro-trottoir ou dans sa vie de tous les jours aussi. Ce sont des sondages ponctuels ou ce sont des baromètres? C'est-à-dire que vous parliez du sondage Opinionway. Oui. Est-ce qu'il suit la question sur une période suffisamment longue, avec à peu près les mêmes questions, pour donner une valeur un peu scientifique quand même à cet état d'opinion? Bien sûr. Oui, notamment l'enquête Opinionway sur la satisfaction dans la vie familiale. Ça, c'est quelque chose qu'ils font depuis 2-3 ans, il me semble, et qui a montré justement une hausse de cette satisfaction dans la vie familiale. D'accord. Alors, on ne sait pas toujours expliquer pourquoi, ça peut être des suppositions, mais c'est vrai que, vu le contexte, à la fois de la société, de l'économie, de la politique, peut-être qu'il y a une forme de retour, et qu'on voit dans d'autres domaines par ailleurs, comment dire, d'introversion, peut-être, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais sur la famille. D'accord, la crise politique et économique fait se recentrer peut-être les valeurs de la famille. Voilà, tout à fait. J'avais envie, alors, à moins que vous ayez encore un point complémentaire, à vous demander, est-ce qu'on a des instituts de sondage ou des baromètres qui interrogent les femmes françaises, sur les raisons pour elles, des désirs d'enfants? Par exemple, lorsqu'on a des sondages, en tout cas, lorsqu'on voit des données qui ont l'air de dire les Françaises souhaiteraient 1,9 enfants ou 2,2 enfants, je ne sais pas. Voilà. Comment établit-on cela? Et ensuite, est-ce qu'il y a des sondages qui marquent les raisons pour lesquelles les Françaises soit ont un désir d'enfant qu'elles ne peuvent pas satisfaire, les causes qu'elles mettent en avant, ou au contraire les satisfactions qu'elles ont dans la situation actuelle? Est-ce que ça existe? Bien sûr, ça existe. Et c'est vrai que, donc là, je vais en revenir à ce point-là. Mais ce qui est intéressant de rappeler, donc, je le disais, il y a ces enfants qui sont une source d'inquiétude. C'est vrai que cette source d'inquiétude peut créer une atmosphère, peut-être qui incite les gens à ne pas faire d'enfants, justement pour ne pas leur infliger peut-être un monde devenu angoissant, etc.
Et ça, c'est quelque chose que les Français, de manière générale, peuvent comprendre. Donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée à ce sujet-là pour essayer de comprendre comment les Français voyaient ce mouvement un petit peu de personnes qui ne voudraient pas d'enfants, qui se déclareraient ne pas vouloir d'enfants. C'est quel institut de sondage qui a lancé cette Alors, ça, enquête? c'était l'IFOP. L'IFOP, d'accord. L'IFOP, voilà. Il me semble, il y a quelques mois, ce n'est pas aussi récent que l'enquête que j'évoquais au début, mais bon, ça veut dire qu'il y a c'est quand même assez récent. Et qui montrait que la plupart des gens comprennent que, en tout cas, estiment qu'il ne faut pas juger les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants. D'accord. Bon, par ailleurs, ils estiment aussi qu'il y a un problème avec la dénatalité en France. Hein. Vous le savez très bien. Là, cette année, encore une fois, la France va avoir un record négatif du nombre de naissances. On n'a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis la guerre, en fait, alors que la population a grandi depuis. Mais une vraie crise de la dénatalité. Et donc, dans ce contexte, les Français reconnaissent qu'il y a un risque, mais ils comprennent aussi les raisons pour lesquelles on ne veut pas faire d'enfants. Donc voilà, une petite tension, ce qui arrive souvent dans l'opinion, une forme de contradiction même, entre ces Français qui comprennent ces motivations de ne pas faire d'enfants, mais aussi qui sont inquiets des conséquences de ce choix. Très intéressant. Et donc oui, comme vous disiez, évidemment, il y a des sondages. Alors justement, nous, à Hexagone, on avait réalisé en janvier de l'année dernière une enquête auprès de 2000 femmes de 18 ans à 45 ans. Donc, Elle est en ligne sur Hexagone. Oui, voilà, exactement. Donc je vous invite, Ouais. chers amis présentiels et chers amis Absolument. youtubeurs, à vous y envoyer. Tout à fait, on peut la retrouver sur notre site. Et elle couvrait en fait, à la fois cette crise de la dénatalité, donc les chiffres de la baisse de la fécondité, du nombre d'enfants, etc. Et aussi un volet de sondage pour essayer de comprendre pourquoi on en arrivait là. Est-ce que c'était irréversible ou pas. Donc on a fait cette enquête auprès de 2000 femmes en âge de procréer, en gros. Hein, c'est un petit peu ça l'objectif. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, donc actuellement l'indice de fécondité est à peu près d'1,6 enfants par femme. Il va sans doute passer en dessous très bientôt, mais actuellement c'est ça le chiffre. Et il y avait un fossé entre ce chiffre-là, qui est la réalité, et le désir d'enfant des femmes, qui est plutôt à 2,2 enfants. Donc qui n'est pas non plus un chiffre impressionnant, c'est juste au-dessus du seuil de renouvellement des populations. Mais il y a quand même un delta assez important, et on voulait essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait que ces femmes-là qui voulaient plus d'enfants qu'elles n'en avaient ne le faisaient pas. Et qu'est-ce qui pouvait peut-être, bon, ça c'est un peu prospectif, mais comment on peut améliorer ça, améliorer ce delta et faire en sorte que des femmes qui souhaiteraient avoir des enfants, parce que finalement cette enquête n'avait pas vocation de dire il faut impérativement que les femmes fassent des enfants, on ne questionnait pas ce choix, mais par contre ce qui est vraiment ce qui interroge, c'est pourquoi des femmes qui veulent des enfants n'en ont pas. Et ça c'est peut-être aussi un volet du débat public qui n'est pas traité. Oui, il y a certes des femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça c'est clair, c'est minoritaire, mais ça existe. Mais il y a aussi des femmes qui veulent des enfants et qui n'en ont pas. Vous avez un ordre d'idée de ce pourcentage de femmes qui ne veulent pas du tout d'enfants? Si peut-être votre mémoire. Oui, voilà, ma mémoire. On oui. vous renvoie au site Hexagone. Voilà, exactement, parce que je retrouverai le chiffre bien sûr après, mais ça reste marginal, c'est l'ordre de quelques dizaines de pourcents. D'accord. Mais ce qui est le vrai chiffre intéressant, c'est plus que. Enfin, c'est intéressant, bien sûr, mais le chiffre notable, c'est que 55% en fait, des femmes de 18 à 45 ans n'ont pas d'enfants. Alors, évidemment, c'est assez large comme borne d'âge, mais c'est quand même un chiffre majoritaire, c'est-à-dire que la plupart des femmes qui pourraient avoir des enfants n'en ont pas. Et comme je disais, donc le chiffre de fécondité en France est de 1,6. Et dans notre sondage, on a interrogé que ces femmes-là, donc je disais 18-45 ans, et le nombre d'enfants par femme dans cette tranche d'âge-là, c'est 1,9. D'accord. Et alors, si on regarde un petit peu qui sont les femmes qui ont le plus d'enfants, c'est à la fois les femmes issues des catégories populaires, qui ont. Donc j'ai pris les chiffres où ça dépassait en fait les 2 enfants par femme. Donc les femmes issues des catégories populaires, les femmes avec la plus forte religiosité, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire
qui se déclarent les plus attachés à la religion. Donc c'est à la fois les C'est femmes une musulmanes. question qui est posée dans Oui, votre sondage. exactement, c'est une question qui est posée dans le sondage. Sans aller jusqu'à identifier la religion. Si. Alors on a aussi posé la question de la religion, mais en fait, le vrai facteur, c'est plutôt le degré d'attachement à la religion et de pratique. Parce que c'est vrai qu'on a, par exemple, les femmes musulmanes qui ont 2,3 enfants par femme déclarés, mais c'est aussi 2,1 pour les catholiques pratiquantes. D'accord. Donc ce qui montre, ce qui veut dire déjà que très proche. Voilà, c'est ça, très très proche, et que c'est évidemment plus faible pour les femmes qui ne déclarent pas de religion, par exemple. Et aussi, ça c'était l'aspect, je trouve, le plus intéressant de l'enquête, puisque c'est celui qu'on n'anticipe pas, mais l'une des raisons qui fait qu'on a beaucoup d'enfants ou plus d'enfants que les autres, c'est aussi le nombre de frères et sœurs qu'on a. Et on a vu que les femmes issues de familles nombreuses avaient plus d'enfants que les autres. C'est-à-dire qu'on a interrogé ces femmes. C'est comme un écosystème voilà, c'est ça. familial qui favorise à son tour. Une forme de pattern qui fait que si on a grandi avec, par exemple, 3 dans une fratrie de 3, on a envie de plus de 2 enfants. Et ça diminue en fonction, si on a été enfant unique ou fille unique, on a envie de moins d'un enfant, voire pas d'enfant. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, difficilement explicable. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait discuter. Peut-être les sociologues ont sans doute leur motif, mais leur raison. Leur raison, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé. J'ai un peu fait des recherches et pas discuté, en tout cas, pas beaucoup discuté. D'accord. Cette raison, voilà pourquoi. Et c'est assez intéressant parce que ça peut aussi prédire, entre guillemets, l'avenir, puisque si les femmes ou les familles font moins d'enfants, ça veut dire que peut-être ce désir d'enfance diminue en fonction et en cascade. Un effet mécanique en cascade. Voilà, donc c'est très intéressant. Mais ça donne aussi aussi un peu d'espoir, parce que ça veut dire que le fait d'avoir été dans des grandes familles donne l'idée que on a envie de reproduire cet écosystème et que c'est un écosystème positif. Et d'ailleurs, sur la satisfaction, on a aussi demandé aux femmes, indépendamment de leur désir d'enfant, est-ce qu'elles sont satisfaites ou pas dans leur vie. Et on voit que plus on a d'enfants, plus ce taux de satisfaction progresse. Alors, ça, c'est une réponse qui intéressera beaucoup tout à l'heure. Voilà, exactement, donc on pourra en reparler évidemment. Un de ces fils rouges de son livre. Exactement, parce que, alors c'est pas spectaculaire, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont aussi satisfaites majoritairement de leur vie, mais il y a quand même un delta de 10 points, notamment sur est-ce que je suis très satisfait de ma vie. Et les femmes qui ont plus d'enfants sont parfois beaucoup plus très satisfaites de leur vie que les autres. Et ça, c'est quand même un enseignement assez passionnant parce que ça montre que voilà, le fait d'avoir beaucoup d'enfants n'est pas un frein à l'épanouissement, au contraire. Très bien. Donc, je disais, notre enquête interrogeait sur cet état de fait. Les femmes, combien d'enfants elles ont, combien d'enfants elles voudraient, et peut-être ce qui explique pourquoi elles sont encouragées ou découragées pour la natalité. Ça faisait un peu partie de ma dernière question, elle l'aborde effectivement. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit du sondage d'Hexagone ou des autres sondages dont vous avez la connaissance et la synthèse, est-ce qu'on voit émerger des revendications? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a une expression peut-être à bas bruit pour les hommes politiques et femmes politiques, mais qui par contre est mesurée par les sondages, des revendications de femmes, de familles pour dire voilà ce qu'on souhaiterait, voilà ce qu'on voudrait, et qui pourrait être favorable à une politique familiale. Ça ressort ou pas? Alors, les questions sont peut-être posées ou pas du tout? Oui, elles sont posées. Alors ça ressort d'une certaine façon, puisque on a d'abord posé la question si différentes institutions étaient considérées comme, comment on pourrait dire ça, favorisant ou défavorisant la natalité. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, l'État ou la famille, justement on revient à la famille, incite les femmes à faire des enfants ou pas? Est-ce que, voilà, c'est ça la question. Et là, encore une fois, les femmes se sentent encouragées à faire des enfants au sein de leur famille. Par contre, dès qu'on sort de ce cocon, que ce soit dans les médias ou l'État, là, les réponses s'inversent. Et les femmes, et les hommes aussi, parce que les hommes ont été aussi interrogés là-dessus, ressentent cette idée que les médias, l'État désincitent finalement, ou en tout cas véhiculent une image négative de la famille ou de la natalité. Y compris l'État. Y compris les politiques publiques, c'est comme ça qu'on l'a posé. À l'inverse de la famille qui est vue comme voilà, plutôt le cocon où
Après, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est les parents qui demandent bon, quand est-ce que tu fais un enfant, ou quand est-ce que vous faites un enfant, ou les oncles, les tantes. En tout cas, c'est jugé positivement. Et je dis ça parce que on a aussi interrogé les femmes sur leur degré de féminisme. Et c'est les femmes très féministes qui estiment que les familles les encouragent le plus à avoir des enfants. Donc c'est pas forcément quelque chose de vécu comme positif, que généralement quand on est féministe, on n'aime pas cette pression. Mais en tout cas, c'est ressenti comme tel. C'est-à-dire que la famille est vraiment vue comme un incubateur justement de famille et de natalité. Donc il y a ce delta-là où on sépare bien les choses, la famille, le reste, l'environnement extérieur, et notamment voilà, les politiques publiques et les médias qui sont vus comme des vecteurs je dirais pas de dénatalité, mais qui découragent la natalité en tout cas. Et alors dans les freins qui ont pu être identifiés dans le sondage, donc on a posé la question dans les différents domaines, est-ce qu'ils freinent ou pas votre volonté d'avoir des enfants. Et c'est vrai que c'est le logement qui intervient en premier. Et c'est intéressant parce que dans les études sur, en tout cas les pistes qui se dessinent pour expliquer pourquoi les femmes, en tout cas en Occident, n'ont plus d'enfants, c'est vraiment ce côté, le logement qui est devenu trop cher. Et ça se comprend tout à fait pratiquement, je pense. C'est-à-dire que, et c'est généralement, ce critère-là joue surtout après le premier enfant. C'est-à-dire que le premier enfant, ce n'est pas un problème. Généralement, il n'y a pas de frein au premier enfant, mais c'est vraiment pour agrandir la famille, passer au deuxième, troisième, où là, le logement devient un vrai frein. Pas tellement les niveaux de revenus. D'ailleurs, je l'ai évoqué, les femmes qui ont le plus d'enfants sont parfois des catégories populaires. Donc, finalement, le revenu n'est pas un frein. D'ailleurs, les femmes des milieux aisés ont aussi moins d'enfants, alors qu'elles pourraient avoir les moyens d'en avoir, hein. Mais elles en ont moins. Donc c'est pas ça qui joue, c'est pas tellement le niveau de revenu, mais c'est vraiment la place qu'on a et dont on dispose, pardon, pour élever ses enfants. Donc le logement est la principale cause, pas tellement le niveau de revenu, mais principalement le logement. Oui. Il y a aussi Alors, notre sondage est un peu imparfait, puisqu'il n'a pas évoqué d'autres pistes qui pouvaient être des freins, et je pense qu'on pourra en discuter ensuite avec Gabriel Cluzel. Oui. C'est un peu aussi le changement de mentalité. Donc ça, c'est hors du sondage, parce que c'est vraiment des pistes d'hypothèses que moi j'avais, mais on ne l'a pas testé pour des raisons... on voulait se concentrer sur ce volet-là, mais l'hypothèse étant qu'aujourd'hui, il y a tellement de valeurs à enseigner à ses enfants que les parents se focalisent beaucoup sur un enfant à lequel il faut enseigner le plus de choses, à la fois les valeurs plus modernes sur le féminisme, comment dire, enfin un petit peu tout ce volet de valeurs qui s'est développé et qui rend le fait d'élever un enfant plus compliqué. On ne veut plus... ce qu'on voit généralement, c'est qu'on ne veut pas reproduire une éducation qu'on a reçue qui serait peut-être jugée négative. Et c'est un peu ce développement, développement justement du développement personnel, faire attention à soi. Et on veut que ces enfants bénéficient aussi de ça, également aussi tout ce qui est environnement. Là, c'est un peu un cas personnel, mais je vois par exemple dans ma famille, voilà, on veut cuisiner intégralement tout ce que ses enfants mangent. Et ça, c'est vrai que c'est incompatible. On ne peut pas faire ça avec 3 enfants. Voilà. Donc un enfant, ça va. Ensuite, on ne peut pas se permettre de le faire. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui font que engager un deuxième enfant, un troisième enfant devient une mécanique, quelque chose d'un peu compliqué à gérer. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on n'a pas testée dans le sondage, mais qui pourrait être intéressante d'investiguer, on va dire. Donc ça, c'est un peu les freins. Et quand on aborde la question des solutions, donc comment on pourrait faire en sorte que... c'est ce que j'appelle les revendications. Oui, les revendications Voilà. que vous évoquez, en fait, qui sont... Nous, on l'a identifié comme ça, mais les leviers qui pourraient faire que les femmes qui veulent plus d'enfants en ont. Ce n'est pas tellement des choses qui sont pécuniaires. Alors, il y a ça, hein, c'est-à-dire que notamment les primes pour l'arrivée d'un enfant sont évidemment
il y a une adhésion des femmes et des hommes aussi à ce sujet, c'est-à-dire on n'est pas contre évidemment une prime pour le premier enfant ou le deuxième enfant, etc. Même chose pour le congé parental, qui est quelque chose qui est vu comme positivement, mais qui n'est pas le principal levier. Le principal levier, c'est par exemple le fait d'avoir des aménagements dans son travail. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, hein, c'est que les femmes ne sont pas prêtes à arrêter complètement leur activité pour élever leurs enfants. Bon, pour une raison, je pense, tout à fait pratique, qui est que c'est impossible aujourd'hui en France, en tout cas très difficile pour un couple, que l'un des parents s'arrête de travailler, tout simplement. Et c'est intéressant parce qu'on le voit dans le sondage, notamment parce qu'on a interrogé sur les modes de garde. Les familles aisées sont celles qui ont le plus recours au mode de garde, qui est l'un des deux parents. Donc en fait, c'est les femmes au foyer ou les pères au foyer qui est moins fréquent. Mais ça n'existe pas pour la plupart de la population. Et donc voilà, ces aménagements au travail, c'est quelque chose qui est vu comme un levier. Et aussi, pardon, j'ai oublié de le citer, mais tout ce qui va être un soutien matériel autour de la famille, pas seulement les gardes, pas seulement la garde des parents ou des grands-parents, mais aussi des crèches, etc. Donc finalement, toute une logistique qui facilite la vie des parents. Donc ça, c'est un peu les deux leviers principaux. En plus, je l'ai évoqué, de choses, hein, de sommes d'argent, évidemment, puisque ça a un coût. Mais le principal levier, c'est vraiment ça, c'est-à-dire aménager la vie des parents pour que ce soit facile, finalement, d'avoir un ou deux enfants, ou plus. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour résumer globalement notre enquête. C'est très intéressant. Ça me donne l'occasion d'une interlude, et pour vous rappeler que nos mercredis du 17, bien sûr, vont se poursuivre. Le prochain, qui précisément aura peut-être l'occasion de creuser les données que vous nous avez apportées, s'intitule « Faut-il s'alarmer de l'hiver démographique ?» Ce sera le 14 janvier, donc retenez bien cette date, mercredi 14 janvier, et nous aurons l'audition du démographe célèbre Gérard François Dumont. Voilà. Est-ce que vous avez une chose à rajouter, ou est-ce que éventuellement nous pouvons, en attendant l'arrivée de Gabrielle Cluzel, donner peut-être la parole à la salle, bien sûr, absolument. S'il y a une question qu'elle veut bien poser, et si quelqu'un veut bien faire le micro-baladeur. Voilà, oui, effectivement, il y a une première question. Donc on va vous présenter au moins votre... Martin Figuier, Voilà. je suis la l'IEP depuis quelques mois. Il me semble quand même que c'est difficile de parler de la famille aujourd'hui. Moi, ce qui me différencie, pas forcément de mes enfants, j'ai aussi d'enfants, mais je sens qu'il y a un très grand fossé anthropologique entre la société dans laquelle j'ai vécu, alors je ne parle même pas de mes parents, et puis la société de mes enfants. Vous citiez tout un tas de valeurs, et j'ai été frappé, par exemple, il y a une semaine, d'un article qui a peu fait réagir, mais néanmoins qui est au cœur de la problématique en Ukraine. Je travaille beaucoup en Ukraine. En Ukraine, il y a 1,1 enfant par femme. Il n'y a plus de jeunes, et tous ceux qui sont là, ils sont partis parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Mais en Russie, c'est exactement la même chose, et Poutine a décidé de restreindre le droit à l'avortement. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une mesure que les Russes vont prendre, de restreindre le droit à l'avortement, je ne sais pas comment, mais ils veulent faire. Alors évidemment, c'est pris comme une atteinte à nos valeurs, et c'est dans ce sens que le président Trump a écrit sa revue stratégique en disant vos valeurs sont en train de s'effondrer, etc. Mais parler de la famille aujourd'hui, moi je ne sais pas, on parlait d'André Gide et de sa famille qui est de la haine de la famille, de quoi on parle? Des familles traditionnelles, père, mère, enfant, des familles recomposées, des mariages pour tous, c'est-à-dire des familles d'homosexuels, la GPA, de quoi on parle? Moi j'ai du mal aujourd'hui, dans ce fatras anthropologique, à comprendre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui relève du mystère. Je ne sais pas où on va, parce que notre anthropologie a complètement été modifiée depuis, il ne faut pas remonter à Simone de Beauvoir et à sa littérature, mais depuis, en gros, la pilule, pour prendre une référence que tout le monde connaît. Donc dans ces conditions-là, où la réussite personnelle, l'épanouissement personnel plutôt, est à la base. La famille doit s'adapter à l'épanouissement personnel. Donc j'ai 2 familles, 3, 2 enfants ici, un là. Voilà. Tout ça me paraît être extrêmement difficile à analyser, voire impossible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
Est-ce que les sondeurs capitulent devant cette question complexe? Non, c'est vrai que c'est... Parce qu'il y a, donc il y a le changement anthropologique, mais qui est lié aussi au fait que maintenant l'État social aussi s'est développé, donc la famille devient moins un recours. Alors je l'ai dit, c'est quand même un recours, évidemment pratique, mais on attend aussi de l'État maintenant, tout simplement parce que on investit une partie de notre revenu dans les impôts, dans les cotisations, donc on attend de l'État certaines choses, donc ça fragilise aussi la famille et peut-être le besoin d'avoir une grande famille pour subvenir à ses besoins. Quand on devient âgé, on peut compter sur une part, en tout cas en partie sur l'État. Et évidemment, beaucoup de changements que vous avez évoqués. Mais ce qui est intéressant dans le débat général sur la dénatalité, c'est que ça concerne aussi des pays qui n'ont pas connu ces changements-là. Je sais pas, moi je voyais, j'ai vu passer le taux de fécondité en Turquie ou en Tunisie par exemple, qui s'effondre aussi et qui est même bien plus bas que ça. C'est l'endroit où ça ne s'effondre pas, c'est aux États-Unis et l'Afrique, évidemment. Ouais, voilà. Alors même parfois en Afrique ça diminue pas en Israël par exemple, qui a aussi une très très forte fécondité, presque 3 enfants par femme. Qui En Israël, pardon. Ah, Israël. Voilà, donc non, pas Ukraine, justement pas, mais donc voilà, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il y a toutes les raisons qu'on essaie de trouver s'adaptent pas à toutes les situations. Donc il y a forcément quelque chose qui... Dans l'histoire, on a eu des enfants pour avoir des bras, on a eu des enfants pour avoir des soldats, Voilà. on avait toujours des mobiles, parce que la dénatalité en France, elle commence... Prenez le micro. Prenez le micro. 1791. Oui. Donc, Pensez à intervenir avec le micro, si vous voulez. Non, bien sûr. Sinon, les youtubeurs ne nous entendront pas. Pour rebondir, pardon, mais je ne veux pas monopoliser la parole. La chute démographique en France, elle démarre en gros à la Révolution française. Et par les milieux bourgeois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y avait plus le droit d'aînesse, pour ne pas multiplier ou détruire les patrimoines, on avait 2 enfants parce qu'on pouvait partager en 2. Bon. Donc elle démarre là. On perd la guerre de 70 parce qu'on a un écart démographique avec l'Allemagne énorme. Donc c'est une vraie érosion depuis la Révolution française. Mais là, il y a une vraie rupture anthropologique qui fait qu'à mon sens, le débat entre les Français n'est plus possible. N'est plus possible, c'est pourquoi qu'on voit combien la guerre aujourd'hui culturelle, entre guillemets, s'intensifie. Et je crois que Édouard Philippe a dit il y a 2 jours, la décision de faire un enfant, c'est intime, on ne peut pas s'en mêler. Et c'est vrai. C'est pour ça que la décision de Poutine, pardon, est lapsus révélateur, mais de restreindre le droit à l'avortement, c'est une première dans le monde. Je pense que les Coréens et les Japonais y réfléchissent aussi. Est un tournant qui pourrait être capital. Mais nous allons, à mon sens, vers une guerre civile anthropologique qui n'a pas de solution immédiate et encore moins électorale. Alors vos sondages ne donnent peut-être pas cette image, nous ne vont peut-être pas jusqu'à sonder ce genre de causes ou de motifs, mais lorsque donc notre ami interroge l'État et la famille, vous ressentez quand même dans les sondages qu'on est en attente de l'État pour améliorer les politiques de logement, pour améliorer peut-être les politiques de garde d'enfants. Et donc c'est quand même, on attend quand même de l'État quelque chose. C'est pas vraiment la réponse d'Édouard Philippe disant c'est une affaire intime. Non, c'est une affaire dans laquelle on interpelle l'État. C'est ça. Est-ce que c'est ça que vous voyez dans les sondages? Alors oui, dans les sondages, c'est toujours compliqué parce que les Français ont parfois... Il y a un sondage qui... les sondages ne sont pas l'outil parfait justement pour étudier un peu la confrontation de différentes choses qui est parfois... on le disait, c'est quelque chose d'intime. Et quelle est la relation ensuite avec l'État? Bon, ça, c'est difficilement mesurable. Mais par contre, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ça, il y a cette différence où on dit tout ça est un choix personnel. Mais ces choix personnels ont des conséquences sur la société et du coup l'État vient pallier les problèmes parfois qui se posent. Et c'est vrai que donc on a parlé de tout un tas de changements. L'un des gros changements aussi, c'est le développement des familles monoparentales, par exemple, l'INSEE a fait une étude là-dessus très récemment qui montre que voilà, les familles monoparentales souffrent plus de la pauvreté, plus de difficultés sociales, etc. Donc ça fragilise aussi ce type de famille-là, par exemple. Quand on dit la famille de manière générale, c'est vrai que vous avez raison, c'est tellement de choses différentes qu'on ne peut pas généraliser, mais oui, il y a ce problème-là. Pardon, je réfléchis un peu au sujet. Ce que je veux dire, c'est la décision de Poutine et probablement un jour de politique coréen ou japonais
c'est de dire non, c'est plus intime, c'est une affaire d'État. Donc il y aura plus de 103 000 avortements par an, il faut qu'on tombe à 50 000. Et donc au lieu d'avorter au bout de... Enfin, les conditions pour avorter seront... On commencera à nous dire, oui, mais ça c'est la contre-révolution, c'est l'Église catholique, c'est je ne sais pas qui, mais il peut y avoir aujourd'hui dans l'opinion, même en France, des gens qui commencent à dire il faut prendre le sujet en main, restreindre le droit à l'avortement, probablement, restreindre l'accès à la pilule contraceptive. Il peut y avoir des gens qui élaborent un projet politique sur cette base-là, anthropologique. Et ça, c'est un débat à mort avec ceux qui développent ces valeurs dont l'Union européenne se félicite et qu'elle oppose aux univers trumpiens ou poutiniens. Oui, et ça va être un... Je rebondis sur cette question. Est-ce que, alors il y a d'autres types de baromètres qui sont ceux qui interrogent les Français sur leurs préoccupations. Et on voit à chaque fois effectivement apparaître dans le trio de tête le pouvoir d'achat, l'insécurité et en troisième poste, je n'ai pas la tête, la santé souvent. Est-ce que d'abord les sondeurs pensent à mettre dans les cases à éventuellement cocher une politique familiale, question, et s'ils le font, est-ce qu'il y a une demande, alors une demande bien sûr forcément à mettre en péréquation avec toutes les autres, hein, mais est-ce que cette case, néanmoins, est questionnée? Alors, pas tellement sur les enjeux, mais par contre, oui, sur le soutien à une politique familiale, oui, ça, c'est vrai. C'est tout à fait le cas. Et d'ailleurs, dans notre enquête, on a testé le revenu parental ou le soutien financier de l'État à la naissance d'un enfant, etc. Tout ça sont des choses qui sont soutenues de manière générale, parce que, évidemment, on ne va pas s'opposer à ça. Et d'ailleurs, on a vu les conséquences notamment sous le quinquennat de François Hollande, de supprimer certaines politiques de soutien à la natalité qui ont aussi entraîné une chute importante de la natalité. Mais de manière générale aussi, ce qui est intéressant, c'est que les Français n'ont pas encore parfaitement conscience de cette crise de la démographie. Donc, bon, parce qu'elle est peut-être aussi d'une certaine façon un peu récente. Hein. Là, l'effondrement du nombre de naissances, ça date vraiment d'il n'y a même pas 10 ans. Hein. Donc, enfin, c'est historique évidemment, mais là c'est vraiment assez inquiétant. C'est du printemps dernier. Voilà, c'est ça. On commence à voir des chutes assez spectaculaires. Et c'est un sujet qui est assez peu débattu voilà, dans assez les peu médias, débattu. dans les hommes politiques, même politiques. Voilà, je disais, il y a en gros 57% des Français qui se disent inquiets de cette dénatalité. 57%. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas encore majoritaire. Bon après c'est. Ah si, 57%. Enfin, c'est majoritaire. Oui, pardon, c'est majoritaire. C'est pas encore massif. C'est ça que je voulais dire. Massif peut-être. Massif par rapport, comme je disais, à la part de Français qui est de 93% qui comprennent pourquoi les femmes n'ont pas d'enfants. Enfin, voilà. Bon, c'est pas incompatible par ailleurs, mais il y a quand même une. Et un peu sur ce débat-là, sur est-ce qu'un jour on va remettre en cause l'avortement, etc. Même, et là c'est pas tellement des sondages que j'évoque, mais c'est lors de l'élection de Trump, il y avait dans certains États des référendums sur la protection du droit à l'avortement. Oui, des référendums sur la protection de l'avortement dans les constitutions des États. Et même dans des États qui ont voté Trump majoritairement, les gens ont voté majoritairement pour protéger le droit à l'avortement. Donc c'est vrai qu'il y a une tension qui va exister entre mais peut-être parce que aussi ils se disent que c'est pas ça la solution, que c'est pas de restreindre le droit à l'avortement qui va résoudre le problème. Et peut-être, je sais pas si c'est vrai, mais par exemple on évoquait la Russie, c'est l'un des pays où il y a un nombre massif, voilà, c'est un très fort nombre d'avortements, et pourtant c'est une société qui est très conservatrice, etc. Et par ailleurs en France, on voit le nombre d'avortements n'a pas fait, au moment où le droit à l'avortement était légalisé, n'a pas fait chuter là frontalement ou largement pardon, le nombre des naissances. Donc bon voilà, il y a un débat, je pense qu'il n'est pas encore, donc il n'est pas posé de toute façon, mais il n'est pas très clair aussi non plus. Mais c'est évident qu'avec la situation qu'on connaît dans des pays, notamment en Corée, mais même en Italie et en France peut-être finalement très bientôt, ça va forcément se poser, puisque les projections démographiques qui sont réalisées à partir des tendances sont quand même assez inquiétantes. On parle, enfin, voilà, bon, l'Ukraine, c'est pas seulement la dénatalité, mais l'Ukraine a quand même perdu 10 millions d'habitants en 10 ans, donc c'est quand même assez impressionnant. Oui, il y a plus de raisons, mais... Ce qui est frappant en Ukraine quand on se promène dans les journées,
c'est l'absence de berceau. Voilà, Rien. ça. Il n'y a pas un enfant, rien. Les jeunes sont tous fichus le camp, donc il y en avait quelques-uns, mais là, depuis que la limite pour s'engager, enfin aller au service militaire est tombée de 27 à 25 ans, enfin pour s'engager dans la guerre, eh bien ça a créé un vide. Et les Russes ont exactement le même problème. Exactement le même problème. Sauf que les Russes ne font pas tuer leurs enfants, ils font tuer les jaunes, les verts, enfin, tous ceux qui sont périphériques à la Russie, pas les enfants russes, blancs. Pas. Il n'y a aucun blanc engagé sur le front russe. C'est pour ça que ça ne coûte rien à Poutine au plan politique. Alors, nous avons encore 5 petites minutes parce que le taxi de Gabriel Cluzel m'annonce qu'il serait là vers 20h35. Donc, on va pouvoir poser encore une ou deux questions pour faire interlude aussi et en même temps en profiter. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Il y a un point très intéressant. Alors, vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Olivier Pipreau. Voilà, j'assiste de temps en temps à l'IEP. Merci. EEP, pardon. Il y a un point intéressant sur lequel je souhaiterais revenir. Vous avez parlé des désirs d'enfant dans votre étude. Vous avez dit que les femmes étaient relativement peu sensibles finalement aux ressources financières par rapport à ces désirs d'enfant. Et effectivement, comme vous l'avez noté très justement, il y a une corrélation parfaite entre la décision du président Hollande et le déclin engendré ensuite des naissances qui datent de 2012, très fort en fait. Et donc en fait, il me semblerait qu'il y ait une disparité en fait entre ce sondage sur les désirs d'enfants et puis la réalité en fait effective qui quand même démontre que les conditions, la mise sous conditions de ressources des allocations CAF sont en effet, quand même. à ce déclin. Est-ce que ça, vous le ressentez dans les sondages ou Oui, pas? il y a quand même. C'est vrai qu'il y a peut-être un delta, mais c'est vrai que c'est parce que par exemple enfin, je ne suis pas concerné, mais j'avais le sentiment que par exemple, enfin, je parle peut-être aux parents dans la salle, mais que il fut un temps où, par exemple, quand on avait des enfants, les gardes, quand on faisait appel à une nourrice, etc., tout ça était quasiment indolore sur le budget de la famille parce que tout ça a été soutenu par la politique familiale, etc., ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pouvait embaucher des nounous, etc., ou des aides ménagères, ce qui n'avait plus... Enfin, bon, moi j'ai entendu ça et que tout ça a été supprimé. Donc ça, c'est plutôt le volet que j'évoquais sur le soutien, faire en sorte que la vie professionnelle ne soit pas cassée par l'arrivée d'un enfant. Et après, oui, alors c'est ça, c'est peut-être un peu le delta sur ce qu'on voit dans les sondages. Alors après, je dis pas, l'enquête ne dit pas que les femmes et les hommes ne sont pas du tout intéressés par le volet financier. Simplement, ce n'est pas la principale politique attendue. Après, notamment enfin, pour les familles les plus aisées, c'est vrai que pour ces gens-là, l'aspect financier n'est pas le principal problème. Même s'il le devient, puisque évidemment, enfin, ce qui a surtout l'arrêt de ces politiques-là, notamment la condition de ressources, a beaucoup impacté l'indice de fécondité des femmes les plus aisées. Donc ça a forcément eu un impact. Mais voilà, ce que je dis, c'est que c'est moins important, en tout cas, qu'un soutien matériel, mais qui revient finalement à un soutien financier, puisque si on doit payer soi-même ces nounous, la crèche, etc., c'est évidemment un aspect financier qui existe, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Jean-Christian Valette. Petite question sur la corrélation que vous voyez dans les études ou pas entre la baisse de la natalité et la baisse qui semble, d'après ce que j'ai lu dans des études en début d'année, des couples qui se forment, des couples, on va dire, de longue durée, et même des mariages. Ça, c'est connu. C'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Et d'ailleurs, le problème de natalité, il est aussi mondial. Est-ce qu'il y a des études, chez vous ou ailleurs, qui font cette corrélation? Oui, il y a des. Alors c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé parce que je me suis focalisé sur nos chiffres, mais effectivement, et c'est ce que j'évoquais sur la partie un peu valeur. Il y a aussi le gros problème, c'est ça, c'est que, mais qui est lié en partie aussi au logement, c'est que
les jeunes se mettent en couple de plus en plus tard. Donc il y a déjà ce premier phénomène. Pour aller très rapidement, schématisme, mais aussi la question de l'engagement dans le couple est devenue de plus en plus complexe pour les jeunes générations. C'est-à-dire qu'on a moins envie de s'engager. Briser le couple est devenu moins problématique, alors, avec le divorce évidemment de manière générale, mais aussi moralement. Voilà, il y a des façons de s'engager qui ne sont plus aussi fortes qu'auparavant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas fonder une famille. Enfin, voilà, la décision de fonder une famille avec une personne, c'est quand même un engagement évidemment sur le long terme. Et donc ça freine beaucoup les jeunes générations. Donc il y a ça, et il y a d'autres hypothèses qui sont mises sur la table, parce qu'aussi il y a une étude là qui est sortie aujourd'hui qui montre que les jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait au Japon, par exemple, qui expliquait aussi cette chute de la natalité, mais qu'on voit aussi aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y a, mais qui peut, alors les raisons, moi je ne m'aventure pas là-dessus, hein, mais Alors peut-être. que la société n'a jamais été autant érotisée. Bah voilà, c'est ça qui est vraiment paradoxal. paradoxal. Et pour autant, voilà, il y a de moins en moins de couples, ils durent de moins en moins longtemps, et c'est en plus de moins en moins propice voilà, à la fécondité, au rapport sexuel, etc. Donc c'est vrai que ça explique aussi en partie ça. Et c'est un changement aussi, on parlait d'un changement anthropologique, ça en est un, parce que, en particulier, donc c'est assez impressionnant. Alors voilà, les raisons, moi je sais pas, on dit souvent, voilà, le développement des écrans, parce que maintenant, il y a tellement de distractions que la vie de couple se fait plus seule, on va dire, parce que maintenant il y a les séries, et puis plein de choses, les réseaux sociaux, mais aussi de manière générale, cette facilité aussi on parlait de rencontrer des gens, tout simplement. Donc l'engagement là-dedans est plus compliqué. Mais en fait, ce que moi j'aimerais trouver, c'est la quantification de cette cause dans la chute de natalité. Ça, ouais. Dans 10 points de base de baisse de natalité, il y a combien dû au célibat qui a explosé. En fait, c'est ça la question. Bien sûr. Combien à cause du logement une fois qu'on est en couple, combien avant d'être en couple. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et ça, je n'ai pas la réponse. Là, les sondeurs ont du mal parce que ça touche à des débats anthropologiques tellement profonds que je ne vois pas comment aujourd'hui. Enfin, je vois bien, il y a comment s'appelle un ONI là, qui est démographe, j'ai assisté à une conférence de sa part. Il s'arrête justement à cette ligne-là. Ça, je ne veux pas en parler. Oui, parce que c'est impossible à évaluer, et puis même c'est très compliqué à évaluer. Ça entrancherait des débats très violents. Ouais. C'est vraiment... Moi, je recrute beaucoup de jeunes femmes dans mon cabinet. Elles ont fait des études, c'est assez simple la mécanique, jusqu'à 26, 27 ans. Elles ont des brillantes études pour la plupart. Elles commencent à travailler. Elles savent que les 10 premières années de la carrière sont importantes, donc elles ne veulent pas entendre parler d'enfants avant 35, 36 ans, 37 ans, dans l'hypothèse où elles se marient ou où elles vivent avec un homme. Et là, on n'a plus qu'un enfant parce que 40 ans arrivent. Ouais. Comme disaient nos anciens, il y a un âge pour tout. C'est à 25 ans qu'on fait des enfants, pas à 40. Oui. Donc, oui, c'est ça. Il y a la multiplication aussi des enjeux et de la définition d'une vie accomplie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voyager. Donc il y a ça, le travail évidemment, mais aussi les amis. Et donc il y a beaucoup de choses. Le double revenu. Voilà, et puis voilà, et après il y a aussi tout. Évidemment, je l'ai dit, par exemple le taux de pauvreté des moins de 18 ans est plus fort que celui des personnes âgées. Ça aussi c'est un changement anthropologique important. Le fossé entre les actifs et les retraités, ça va exister aussi, ça va être un problème aussi. Donc il y a tout un tas de choses qui viennent attaquer finalement cette réalisation du désir d'enfant. Mais ce côté-là, oui, on a tellement de choses à faire dans la vie que les enfants viennent s'inscrire dans une petite case, mais elle est plus fondamentale. Et c'est vrai que quand on voit autour de soi, il faut vraiment trouver des gens pour qui les enfants sont un but dans la vie. Et là, ça peut y aller. Moi, évidemment, dans mon entourage, il y a des gens qui ont 25 ans et qui ont déjà 1 ou 2 enfants, voire plus après. Mais, oui, mais pas seulement. Comme je le disais, plutôt dans des milieux très catholiques pratiquants, c'est aussi le cas. Mais parce que c'est un objectif qui est intégré dans la mentalité de ces gens-là, qui est que l'enfant, c'est important, c'est l'expression justement du couple, de la famille.
Donc ils font des enfants. Mais c'est bien ce qu'on exprime, c'est que il faut avoir cette volonté-là. C'est plus un automatisme, une structure de la vie. On travaille en banlieue tous les deux, Mhm. dans des écoles pour enfants des banlieues. Mhm. On a combien 2 enfants,6 dans notre quartier Ouais. par femme. Ouais. 2 enfants,6. Et on a beaucoup de familles, parfois même de femmes seules, parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Voilà, il y a aussi ça. 5-6 enfants. Et tu es d'accord avec moi. Mhm. Et on le voit bien. Ouais. Et ça contribue à à mon avis, cette rupture anthropologique qui va opposer aujourd'hui, demain, parce qu'aujourd'hui on n'en ressent pas les effets, mais quand on n'aura plus d'enfants pour travailler dans une entreprise, alors on dirait l'IA va se substituer, les robots vont se substituer à nos enfants, c'est ce que disent un certain nombre, peut-être, je ne sais pas, mais comme disait Christophe, il y aura quand même des gens qui payent des impôts. Donc Oui, comment c'est ça. on va faire et quelle va être la tension anthropologique qui va se poser entre ceux qui diront vous n'avez pas d'enfants, vous êtes des salauds, parce que vous voulez carpe diem, et nous on a des enfants parce que c'est sacré, parce que c'est le sens de notre vie. C'est ça. Ça c'est très inquiétant pour l'avenir, je trouve. Et ça peut... On avait été attaqué par Mediapart dans notre école il y a quelque temps, qui nous avait dit vous êtes en train de mettre en évidence une alliance islamo-fasciste. C'est drôle, hein? Catholiques associés aux musulmans sur cette... Non, mais ça participe de cette tension qui existe autour de ce sujet, finalement. C'est ça. Oui. Donc c'est vraiment au cœur des problématiques. Et dans nos campagnes, je vois, c'est le désert. Il n'y a plus d'enfants et on ferme les écoles. Ouais. Ce sera l'occasion également, mercredi 11 février, de reprendre ce sujet sous un angle très économique cette fois-ci, puisque le thème de notre débat sera « Investir dans la famille ». Investir dans la famille avec Jean-Didier Lecaillon, professeur de sciences économiques et auteur de La famille au cœur de l'économie. Alors, le taxi de Gabrielle Cluzel m'annonce qu'elle va bientôt arriver, mais qui a place encore, malheureusement, à une petite question. Jusqu'à présent, sans trop de respect de la parité, nous n'avons pas entendu trop de dames éventuellement questionner notre conférencier ce soir. Est-ce qu'il y a une question de dames, peut-être ce soir, sur comment perçoivent-elles les sondages ou comment pensent-elles qu'on leur fait parler d'elles? Est-ce que le micro-baladeur est disponible? Voilà, une question, non, mesdames? Il n'y a pas de question à l'esprit. Alors dans ce cas-là, peut-être que si ce n'est pas vous, ça peut être une autre personne. Ah bah après, ce qui interroge, c'est pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué pour les femmes de se dire je vais faire un enfant et pas à l'époque. Enfin, moi, ma mère m'a eu à 30 ans, enfin, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que c'est surprenant pourquoi ça a pu changer. C'est une question que moi-même je me pose. Alors, présentez-vous. Sylvie Léoté. Donc, je voulais poser une question par rapport, en tant que femme, ayant travaillé toute ma vie, n'étant jamais arrêtée, ayant 2 enfants, étant mariée. Je pense qu'il y a aussi une évolution aujourd'hui chez les femmes dans la gestion de leur carrière. Je pense que peut-être, moi j'appartiens à une génération où on acceptait d'avoir une carrière peut-être qui se mettait un petit peu en silence, ou d'accepter de ne pas avoir de promotion, pas d'avancement, parce qu'on se mettait à 4/5e ou à 3/5e. On acceptait à ce moment-là de travailler moins et d'avoir aussi moins de retraite pour nos enfants. Et peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut pas faire un stop dans sa carrière au niveau des femmes et veut tout de suite démarrer très fortement, justement peut-être entre 25 et 35, là où peut-être on mettait justement un petit peu la pédale sur notre carrière. C'est juste une hypothèse. Non, mais complètement. Et c'est ce qu'on disait aussi sur l'entrée sur le marché du travail qui est de plus en plus tardif aussi, puisque l'un des phénomènes aussi nouveaux, c'est que on a envoyé aussi beaucoup de jeunes à l'université, donc qui font des études, qui terminent leurs études à 25 ans et plus même, et qui ensuite doivent intégrer le marché du travail, commencer à s'y intégrer, et ça repousse encore au moins de 5 ans le projet d'enfant, donc c'est pas avant 30 ans et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça change aussi. Vous avez dû commencer peut-être beaucoup plus tôt qu'un jeune d'aujourd'hui, donc
il y a aussi ça, ce changement-là, tout simplement. Vous disiez tout à l'heure que dans les questions qui sont répondues par les femmes, parmi les freins, il y a celui du marché de l'emploi. Oui. Et elle trouve que jusqu'à présent, il n'y a pas assez de facilité pour faire une pause et avoir des enfants tout en ne perdant pas l'avancement, en ne perdant pas la garantie de l'emploi, en ne perdant pas un certain nombre de conditions. Il y a cet objectif-là, ça ressort. C'est évident, mais tout simplement parce que c'est peut-être pas possible non plus. C'est-à-dire que les salaires ayant peut-être stagné, tout ça étant beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'avoir un salaire qui permet de vivre, tout simplement c'est ça. Et ça confronte aussi ce que peut-être aujourd'hui on veut faire avec son salaire, qui n'est pas seulement fonder une famille, mais aussi avoir une activité annexe ou voyager, etc. Enfin, il y a peut-être beaucoup de choses qui s'intègrent à cet objectif de la famille et qui se confrontent à lui. Il faut bien faire un choix. Et donc oui, bien sûr, la question du salaire est un des freins. J'ai surtout cité le logement, mais bon, c'est lié aussi, mais le salaire en est un. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le taux de fécondité est évidemment beaucoup plus fort chez les femmes qui n'ont pas fait d'études supérieures que celles qui en ont fait. Donc ça rejoint aussi ce côté, quand on entre dans un cycle d'études supérieures, on va forcément faire a priori moins d'enfants, puisqu'on va être disponible pour en élever beaucoup plus tardivement. Est-ce qu'il y a une question? Je continue donc dans les informations liées à notre agenda que vous retrouverez sur notre site internet éthique-politique.fr. Donc je vous encourage à y aller. Et vous retrouverez dessus notre agenda de l'année. Alors pour l'instant, il va que jusqu'au 12 mai, mais nous allons bien sûr compléter ces enquêtes et ces auditions. Le 11 mars, nous aurons cette fois deux juristes, enfin une magistrat et une juriste, qui s'interrogeront avec nous sur est-ce que les réformes sociétales et sociales et de droit familial ont une responsabilité dans ces 20-30 dernières années avec la chute de la natalité. Ce sera Claudine Bonetti-Ponce et Dominique Marcilassi. Voilà. Puis nous aurons le 8 avril l'audition de deux juristes encore, mais sous un angle peut-être un peu plus différent. Fiscalité pro-famille, difficultés et leviers. Est-ce que des pistes sont à rechercher ou des responsabilités sont dans ce domaine-là? Et constitution aime-t-elle la famille? C'est une question un peu provocante et nous la poserons à Frédéric Doué, qui est professeur de droit et auteur du précis fiscal du droit de la famille, et à Stéphane Caporal, qui est professeur de droit constitutionnel. Et enfin, pour terminer ce cycle semestriel, le 12 mai, alors attention, le 12 mai, ce ne sera pas un mercredi du 17, mais ce sera le mardi, exceptionnellement. Il faut bien parfois qu'il y ait des exceptions à la règle, parce que le mercredi serait tout à fait inopportun. Donc c'est mardi 12 mai. Nous recevrons René Écochard, qui est médecin et professeur émérite d'université, et Laurent Aventin. Les deux seront interrogés sur infertilité en France, constat et solutions. Infertilité, c'est une question qui est posée des fois, c'est très intime, mais est-ce qu'il y a des questions de sondage pour savoir si les gens... J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Non. J'ai pas souvenir de ça. Mais non, j'ai pas... Parce qu'on régulièrement, on lit des études dans lesquelles on pose des problèmes de perte de fertilité, alors qui ont des causes qui sont extrêmement complexes à déterminer. Voilà, elles sont peut-être... sociales, elles sont peut-être d'ordre lié à des pollutions ou à des polluants, et on n'en connaît pas exactement la raison. D'accord. Eh bien, écoutez, merci, et j'espère donc que notre taxi ne va pas tarder à nous faire venir notre deuxième conférencière. Et s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va l'attendre sur cette petite pause qui malheureusement ne peut pas être musicale, parce que nous sommes en vrai direct, vous voyez, sur YouTube. Mais enfin, vous pouvez profiter quand même, bien sûr, d'aller jeter un œil pendant ce temps à notre site internet. Et je vous rappelle ces références, www.ethique-politique.fr. Et nous faisons justement une liaison formidable, puisque c'est à l'instant même que nous annoncions Gabriel Cluzel, à qui je vais céder mon micro, et je vais prendre le micro baladeur. Voilà, alors je vous demande d'équiper Gabriel Cluzel tout de suite, et nous allons entrer en matière.
prie. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir. Gabriel. Bonsoir. Vous pouvez vous rejoindre cette table ronde. Eh bien, je vous présente immédiatement. Donc, c'est l'effet du direct. Nous sommes sur YouTube actuellement et nous disions que vous sortiez d'une émission à CNews et ce n'est pas un vain mot. Le temps que vous rejoigniez, bien sûr, notre conférence et en présentiel également. Nous vous remercions à nouveau d'être présents. Alors, Gabriel Cluzel, vous êtes journaliste. Journaliste aujourd'hui en tant que directrice de la rédaction du site Boulevard Voltaire, que vous connaissez peut-être, mais surtout, on vous connaît davantage parce que peut-être on vous a vu, on vous entend sur Europe 1 où vous êtes éditorialiste et on vous voit sur CNews où vous êtes chroniqueuse. Mais pour ceux aussi qui vous lisent, donc à l'occasion bien sûr, notamment dans Famille chrétienne. Essayiste, et c'est sur ça que justement ce soir nous vous recevons, essayiste d'un dernier livre qui est celui dont nous allons parler. Je le remonte à nouveau à l'écran. Yes Kids, nous allons en parler bien sûr tout de suite. C'est pas votre seul livre, il est édité chez Fayard, mais vous en avez bien sûr écrit de nombreux. Alors je ne pourrais pas tous les citer, mais au moins quelques-uns. Enracinés, nous sommes tous des héritiers. Et puis presque un sujet qui est un peu commun avec le sujet de ce soir, à De Simone, les dernières heures du féminisme. Voilà, merci de nous avoir accepté de venir à notre soirée sur ce sujet qui a comme thème l'enfant premier fruit de l'amour. Alors c'est un pur hasard, mais nous sommes au mois de décembre, à quelques semaines de Noël. C'est presque la fête de la naissance par excellence, et en tout cas, ça me fait un lien. Je voudrais démarrer quand même cette interview par une citation que vous avez trouvée, qui est formidable, parce que la dernière fois, à notre dernier mercredi 17, j'avais pu trouver une citation d'Emmanuel Macron, mais je n'avais pas trouvé celle-là. Alors je vous la lis parce que Gabriel Cluzel, qui est vraiment une grande chercheuse dans ce domaine, a trouvé une phrase d'Emmanuel Macron qui disait, ça fait le lien avec tout à l'heure avec les analyses d'opinion que vous nous faisiez, « Je dis toujours, présentez-moi une femme qui a décidé en étant parfaitement instruite d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. » On appréciera peut-être son mépris, je ne sais pas, lui qui est un des présidents de la République, et au moins le premier président de la République de la 5e République qui n'a jamais eu d'enfant par lui-même. Voilà, merci. Alors, votre livre, Yes Kids, je le remonte à nouveau à l'écran. J'avais envie de vous poser comme première question, est-ce que c'est la volonté de faire une réponse directe à Corinne Meyer, dont le livre s'intitule No Kids, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, est-ce que c'est un débat que vous auriez voulu avoir avec elle, que vous avez peut-être eu avec elle, ou en tout cas c'est un débat entre livres que vous avez fait à cette occasion? Alors oui, absolument. Alors tout d'abord, bonsoir et pardon d'arriver un peu tard. J'ai cru comprendre que vous aviez commencé il y a longtemps déjà. Donc j'étais sur CNews, je parlais de l'abattage des troupeaux. Vous savez, c'est le grand scandale, enfin de mon point de vue, agricole actuellement, qui met d'accord deux syndicats radicalement opposés, la Confédération paysanne et la coordination rurale. C'est amusant, voilà. Donc je change de sujet, en effet, ou quoique. Oui, Yes Kids, alors c'est un titre en anglais, mais pour un bouquin en français, j'aurais été tout à fait incapable de l'écrire en anglais, du reste, qui répond au livre, enfin qui entend répondre au livre No Kids. Le livre No Kids, donc c'est un livre qui est paru en 2016, qui a fait de Corinne Meyer la madone, si j'ose dire, de la dénatalité, hein, c'est un peu un oxymore. Elle a été élue femme la plus influente de l'année par le New York Times, je crois. Son livre a été traduit en 11 langues, donc il a eu un grand impact, et pourtant il est sous-titré 40 raisons pour ne pas avoir d'enfants, et à titre personnel, je l'ai trouvé assez triste et faible. Alors, Corinne Meyer, elle est croyante mais pas pratiquante parce qu'elle a 2 enfants. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle les a regardés en face après avoir écrit ce livre. Bon. Et puis surtout, la principale fake news de son livre, c'est que elle parle un peu de toutes les difficultés, les fatigues des parents, enfin comme si un enfant restait perpétuellement à l'âge de 2 ans. Bon, parce que c'est comme un peu ça, hein. Je vous donnerai un exemple que je cite souvent. Il y a un de ces chapitres qui s'appelle le dîner de
Non, oui, c'est ça, c'est le dîner de con tous les jours, c'est ça. Parce que de fait, c'est vrai qu'avec un enfant de 18 mois, bah, vous parlez rarement d'Aristote à table. Cela dit, moi je parle rarement d'Aristote à table, même quand je ne suis pas à table avec des enfants de 2 ans. Et donc vous êtes un peu entre le petit Suisse et la banane écrasée. Et donc je trouve que c'est spécialement spécieux et faux en réalité, puisque quand vos enfants grandissent, eh bien, vous savez que les adolescents notamment, ils déconstruisent un peu ce que vous leur avez transmis et pour se le réapproprier. Donc vous êtes sous le feu de leurs questions, ils vous poussent dans vos incohérences, et finalement, il n'y a plus de dîner de con, ou alors le con, c'est vous. Voilà. Donc c'est vrai qu'il m'a paru vraiment important de répondre à ce livre, même si j'ai jamais été invitée avec elle. Pourtant, je suis allée sur France Inter, mais visiblement, moi, ça m'aurait intéressé, même si peut-être que je raconte des bêtises, elle a qu'à me le dire, oui, me le démontrer. Nous lançons un défi, celui d'un dialogue et d'un débat tout à fait, d'ailleurs, respectueux et loyal. Pourquoi pas, Caroline Meyer, Corinne Meyer, vous êtes effectivement prête à peut-être à débattre avec Gabriel Cluzel. Ce sera en tout cas le sens de notre invitation et un esprit démocratique que vous pourriez avoir. Pour mieux comprendre quand même ce phénomène No Kids, est-ce que vous pouvez nous le décrire? D'où vient-il? Quels sont ses fondements idéologiques? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce phénomène et le succès qu'il a eu? Alors peut-être ce qu'il faut comprendre, et ça a été sans doute le déclencheur de ce livre, c'est que c'est pas... Enfin, je pense, même si dans les chiffres, c'est peut-être pas encore frappant, mais je crois que mon camarade d'à côté a dû vous expliquer, doit savoir ça mieux que moi, mais... Il peut intervenir. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça infuse toute la société. C'est pas un petit délire de bobo parisien comme on peut se l'imaginer. Vous voyez, moi, j'ai une maison à la campagne et ma boulangère m'a dit mes filles ne veulent pas d'enfants, ça faisait beaucoup souffrir d'ailleurs, pour la planète. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça a vraiment ce discours infusé de façon extrêmement importante, au point du reste, et on le voit quand même dans les pays, même s'il y a des changements, mais des améliorations dans les pays qui ont fait des politiques incitatives familiales sur le plan financier, que ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour inverser le mouvement, parce que aujourd'hui, la mère est dénigrée. Il y a une puérophobie d'atmosphère, voilà, pour employer un terme un peu cuistre, qui fait qu'il va falloir du temps, je pense, c'est tant est qu'il y ait une vraie volonté, pour inverser le mouvement. On peut dire quand même que ça remonte assez loin, puisque le féminisme institutionnel tel que nous le connaissons, ça m'embête un peu de dire le féminisme, parce que moi aussi je suis féministe, je ne suis pas maso. Si le féminisme c'est aimer les femmes et aider les femmes, moi aussi j'ai pas envie de me persécuter. Donc, mais disons que le féminisme tel qu'il a pignon sur rue aujourd'hui a été quand même construit sur l'idée que l'enfant était un fardeau dont il fallait se débarrasser pour aller un poids qu'il fallait laisser au bord du chemin pour courir plus loin et plus vite. Simone de Beauvoir, c'était tout à fait son discours. J'ai toujours pensé que les gens intelligents, ils avaient tendance à conceptualiser leur histoire personnelle pour en faire une règle générale. Donc Virginia Woolf aussi. Simone de Beauvoir, je ne sais pas si vous avez lu un livre d'une de ses étudiantes qui s'appelle Mémoire d'une jeune fille dérangée, voilà, qui répond à son livre Mémoire d'une jeune fille rangée, qui raconte comme elle était sous emprise, etc. Et elle dit, Simone de Beauvoir avait une haine viscérale des enfants. Voilà. C'est fort quand même. Et la seule peut-être féministe, mais elle n'a pas été retenue pour ça, qui avait un autre discours, c'était Marguerite Duras, qui avait perdu un enfant mort-né. Peut-être ça lui en avait appris tout le prix, et elle disait une phrase que j'ai eu du mal à retrouver. Elle était bien cachée, mais j'ai fini par la retrouver. Je ne sais plus exactement, d'ailleurs, je l'ai mise dans mon livre, la phrase exacte, mais il faut avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants, c'est se priver de découvrir la moitié du monde. D'ailleurs, c'est aussi un argument que l'on pourrait opposer à Corinne Meyer, qui dit un peu, voilà, c'est vraiment, je trouve, l'argument paresseux. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas voyager. C'est intéressant d'aller rencontrer les enfants des autres, mais c'est pas inintéressant de rencontrer ses propres enfants, accessoirement. Voilà, donc voilà. Donc il y a cette idée que vraiment c'est un fardeau, que cerveau et utérus sont inversement proportionnels,
que si vous voulez être une intellectuelle, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. C'est un peu ça quand même. Comment elle s'appelle? Benoît Groult. D'ailleurs, elle s'en justifie. Elle dit oui, Virginia Woolf a dit qu'il fallait tuer la fée du logis qui est en chaque femme, mais moi j'ai des enfants et des petits-enfants, comment je vais faire? Enfin bon, on sent qu'il y a cette idée très forte. Et il n'y a pas de courant, d'ailleurs on pourrait imaginer, ça prouve que le féminisme est une forme de totalitarisme aujourd'hui, il n'y a pas de courant maternaliste. On pourrait imaginer, aujourd'hui encore, voilà, la majorité des femmes sont mères. On voit bien que les inégalités salariales, c'est pas contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas des inégalités, parce que je me suis penchée dessus, des inégalités entre hommes et femmes, c'est entre hommes et mères, ou finalement entre femmes et mères, parce que à salaire égal, poste égal, temps de travail égal, la différence est vraiment très très ténue. Donc voilà, ce serait intéressant de défendre les mères, personne, voilà, parce que on considère que la maternité est finalement un vice, un peu comme l'alcoolisme, donc on ne va pas l'encourager. Donc vous n'aurez aucune féministe qui va promouvoir l'aide des mères. Mais moi j'ai été très frappée de voir que pendant la réforme des retraites, il n'y a pas eu un mot sur les mères. Oui, elles sont le cœur du réacteur. C'est un beau chapitre très intéressant effectivement sur la retraite et les femmes. J'avais envie de faire que notre deuxième conférencier puisse vous interpeller parce que tout à l'heure il nous exposait les états d'opinion sur l'amour ou les amours des Français par rapport à la famille. Et vous avez l'air de nous donner des chiffres qui montrent qu'au contraire, finalement, ce que décrit Gabriel Cluzel est toujours le fait d'une minorité, alors que la majorité, finalement silencieuse, mais elle est silencieuse, effectivement, est plutôt Yes Kids, et non pas No Kids. Oui, c'est les chiffres que j'avais évoqués qui montraient que les Français, et les femmes en particulier, voyaient dans la famille plutôt un cocon de promotion de la famille, de la natalité. Quand est-ce que tu fais des enfants, etc. Donc quelque chose de vu comme positivement, mais que les médias et les politiques publiques freinaient plus ça. Donc, mais ça rejoint tout à fait ce que vous dites, mais parce que les médias sont aussi une caisse de résonance de ce genre de discours. Et j'en parlais aussi au début pour introduire le propos de à quel point voilà, la famille est, surtout sur les réseaux sociaux, est vue comme un poids, notamment là avec les fêtes. C'est l'oncle, machin qui est un peu pénible, les parents qui devraient faire un peu de thérapie. Voilà. C'est un peu ce discours-là mais vous l'avez très bien décrit, donc c'est illustré surtout, donc c'est parfait. Oui, non, mais vous avez raison. Moi, je pense qu'il reste encore chez la femme ordinaire, c'est pas péjoratif dans ma bouche, cette idée cette envie de famille. Mais on arrive quand même à l'éteindre progressivement. Je ne sais pas si c'est peut-être vous d'ailleurs que j'ai vu, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, je ne serais pas capable de l'affirmer, et qui avait mis, et je trouvais que ça aussi c'était une remarque notable, qu'il y a une courbe donc, de la natalité qui s'effondre, mais auparavant, la natalité baissait parce que il y avait moins d'enfants par femme, donc il y avait quand même l'expérience de la maternité, voilà. C'est-à-dire que quand on a un enfant, on a fait l'expérience de la maternité, et qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de femmes qui n'avaient pas du tout d'enfants. Et ça me paraît extrêmement violent. Vous voyez, moi, le 25 novembre dernier, il y avait la journée des violences faites aux femmes. Et ben, je trouve que c'est une grande violence de dire à une jeune femme, tu sais, c'est nul la maternité, c'est horrible, n'en est pas d'enfant, parce que elle sait pas ce que c'est, naturellement. Et donc, finalement, c'est une forme de castration psychologique. C'est une emprise psychologique. Je vois, vous parlez de la presse et vous avez infiniment raison. Il y a un matraquage permanent. Là, récemment encore, Le Parisien sortait un article en faisant témoigner des femmes qui disaient ma vie est foutue depuis que j'ai des enfants, c'est quand même très fort. Et puis disant qu'elles étaient devenues incontinentes et qu'elles perdaient les cheveux. Donc, bon, continente, je ne peux pas vous le prouver, mais les cheveux, je les ai toujours sur la tête. Donc, si vous voulez, c'est à la fin, ça atteint. Pareil, sur les maisons, vous perdez un pavillon de banlieue, 250 000 € à chaque fois que vous avez un enfant jusqu'à 25 ans. Donc, c'est vrai que je pense quand même que ça atteint. Moi, une institutrice me disait, je trouvais que c'était assez juste, me disait, c'est bizarre parce que moi, quand je demande en maternelle aux petites filles qui veut être maman plus tard, elles lèvent tout le doigt, et à 25 ans, il n'y a plus personne. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un argument féministe de dire les femmes sont conditionnées pour avoir des enfants dans la société. Alors, c'était peut-être vrai dans les années 50, on glorifiait un peu la maternité, du temps de Simone de Beauvoir peut-être, mais aujourd'hui c'est fini, on les conditionne pour ne pas en avoir. On leur explique toutes petites, ou à l'adolescence, qu'elles doivent traiter leur fécondité comme une affection chronique. C'est-à-dire que comme le diabète,
je sais pas, la tension, l'hypertension. Et là, aujourd'hui, on leur dit même il faut l'éradiquer. Quand vous voyez des filles qui témoignent une fille qui témoigne sur Brut, qui s'appelle Artoise, en disant c'est bon, je me suis fait ligaturer les trompes, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. J'ai appelé 3 fois pour vérifier. Ils m'ont dit oui, parce qu'entre 18 et 25 ans, tous les moyens de contraception sont remboursés. Et donc, ça, c'est sûr, c'est un moyen de contraception radical. Hein, bon. Donc, c'est remboursé. Voilà. Donc, vous imaginez, à un âge où on peut. Vous voyez, où il y a des passerelles pour changer d'études, pour changer de tout, quoi. Voilà, tout est réversible. À 23 ans, vous avez 4 mois de réflexion. On vous impose 4 mois de réflexion. Vous prenez une décision définitive de ce type. Donc, oui, il y a un climat qui dissuade les femmes d'avoir des enfants. Les mères sont d'ailleurs, on peut les dénigrer, c'est très drôle, c'est une minorité, notamment les mères de familles nombreuses. Je vais vous donner l'exemple d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un climat quand même qui est ainsi. On leur dit que, encore une fois, pas possible de faire carrière en même temps qu'avoir des enfants. Donc c'est vrai que même physiquement, vous voyez, bon, je cite toujours cet exemple parce qu'il me paraît un peu drôle, mais Emmanuel Macron, quand il a dit son mot là sur les mères de familles nombreuses, c'était un peu drôle parce que à l'époque, elle n'était pas encore à l'Union européenne, mais il y avait Ursula von der Leyen qui était ministre de la Défense. Elle a 7 enfants, voilà. Et donc elle est quand même relativement éduquée, en tout cas de son point de vue, voilà. Et c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire du reste. Oui, il y a cette idée que, oui, voilà, physiquement, par exemple, on leur dit, ah oui, physiquement, c'est la destruction d'avoir des enfants. Il y a une Allemande qui s'appelle Angela Merkel qui n'a pas eu d'enfant, une autre qui s'appelle Ursula von der Leyen qui en a 7. Je ne sais pas si celle qui n'a pas eu d'enfant est tellement plus belle que l'autre. Enfin bon, voilà, je vous laisse juge de tout ça. Et mais ce bourrage de crâne, à la longue, il fait son chemin, c'est évident. Et puis on peut rajouter il y a tellement de raisons, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a une détestation de soi, parce que pour se dupliquer, faut s'aimer. Donc on ne sait pas seulement on n'aime pas les enfants, on ne s'aime pas soi-même. Voilà. On n'aime pas ce qu'on a à transmettre, notre civilisation, nos mœurs. On ne se juge pas digne finalement d'être reproduit. Sinon, on se dirait, bah oui, c'est un pied dans l'éternité quand même, les enfants. Hein, c'est la seule façon d'accéder à l'éternité. Oui, je peux pas dire mieux. Donc, c'est vrai que ça me semble vraiment indiquer un état d'esprit terrible. Et puis, on peut rajouter aussi que moins on a d'enfants, c'est un cercle vicieux, moins on sait les élever. Et donc, moi, je note qu'aujourd'hui, il y a les gens ont un enfant, ils sont incapables de l'envoyer se coucher, par exemple. Voilà. Donc c'est sûr que quand vous avez votre enfant sur les genoux jusqu'à 23h, vous dites je ne veux pas en faire plusieurs comme ça. Hein. et donc ils sont pénibles. Vous voyez l'enfant, moi souvent on m'appelle, parce que je suis devenue un peu la référente pour les enfants, quand il y a une émission sur le No Kid, vous savez, dans les hôtels. Bon. Alors c'est vrai que c'est scandaleux de ne pas accueillir les enfants dans les hôtels. Mais en même temps, pour être aimé, il faut être aimable. Pour être accepté, il faut être acceptable. Donc si on n'élève plus les enfants, on les rend dieux. C'est sûr que personne n'a envie de se retrouver pendant ses vacances avec l'enfant de 18 mois qui vous balance sa godasse dans votre assiette de la table d'à côté. Donc tout cela, notre société est comme une poule devant un couteau avec les enfants. Donc tout cela contribue à éteindre le désir d'enfant et c'est de la puérophobie aux deux sens. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle des phobes, c'est souvent de la haine, mais c'est aussi de la peur. Voilà. Et quand vous disiez justement, vous parliez de contraintes idéologiques ou de pression idéologique, est-ce que la force tout simplement des No Kids ne vient pas de la faiblesse des Yes Kids ? C'est-à-dire où est-ce qu'on entend dans la société, dans les autorités morales, dans les autorités spirituelles, dans les autorités politiques, un discours qui est justement ouvert à la vie, ouvert à la famille. Mais de toute façon, si vous êtes pour les enfants, si vous commencez à parler vous dites que la maternité c'est beau, vous voyez, aujourd'hui, jadis, ça aurait été vraiment une lapalissade, hein, c'était comme dire que l'eau mouille, bon. Mais aujourd'hui, si vous dites ça, c'est que vous êtes crypto-pétainiste. Vous voyez non mais vraiment, c'est terrible. D'ailleurs, je ne sais pas depuis quand l'enfant est de droite, d'ailleurs, parce que quand vous regardez, c'était la femme de... je crois que c'est Jeanne Vermeer, son nom, la femme de Maurice Thorez, elle était contre le malthusianisme. Elle disait ça c'est un truc de bourgeois qui veut garder sa fortune sur un seul enfant. Elle voulait que les ouvriers aient plein d'enfants. Mais je ne sais pas, aujourd'hui l'enfant c'est devenu un marqueur de droite.
D'ailleurs, il peut y avoir des bouleversements démographiques pour le moment. Enfin, moi, j'observe ça. Je n'ai pas de statistiques, je ne suis pas comme vous, mais j'observe ça un peu à l'œil nu. Mais je remarque que les enfants de la génération Mitterrand entendent. Enfin, la génération Mitterrand a eu peu d'enfants, et ces enfants entendent 5 sur 5 son message des natalistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout d'enfants. Voilà. Et en revanche, toutes les enfants issus de familles religieuses, qu'elles soient catholiques, juives, musulmanes, pratiquants, les trois, gardent l'idée que l'enfant, ça reste sacralisé. J'en veux un exemple, c'est, vous savez, en Israël, il y a quelques années, il y a toujours d'ailleurs, peut-être encore, je ne sais pas, il y a eu un débat sur le fait est-ce qu'il fallait toujours exempter les juifs orthodoxes de service militaire pour qu'ils puissent lire la Torah, parce qu'autrefois, ils étaient assez minoritaires, puis comme ils sont les seuls à avoir eu des enfants, presque, ils sont devenus, leur part dans la population augmentée, donc on s'est dit, non, on ne peut plus les exempter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des bouleversements démographiques. Je me souviens qu'au moment de la manif pour tous, certains s'étaient dit, mais d'où sortent tous ces enfants? Alors que normalement, les catholiques, c'est des gens complètement moisis, décrépits. Voilà, c'est la France, mais d'où sortent ces enfants? Bah oui, quand on a des enfants, ils finissent par gambader dans la rue, quoi. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des bouleversements démographiques de cet ordre, mais en attendant, je pense que ça imprègne bien, ça infuse bien dans toute la société. Oui, sur Israël, tout à l'heure, vous nous donnez des chiffres qui sont très intéressants. Vous pouvez nous les rappeler, peut-être? Non, j'avais plus le chiffre en tête, mais c'était exactement ça. C'est l'un des rares pays qui a encore un taux de fécondité assez fort pour se renouveler, mais c'est lié aussi à ça, à l'aspect religieux. Mais je pense. Mais parce que j'ai évoqué aussi les chiffres en France où, oui, les taux de fécondité sont plus forts chez les catholiques pratiquantes et chez les musulmanes. Vous avez des chiffres d'ailleurs, ça m'intéresse. Oui, c'était donc on a réalisé une enquête auprès des femmes de 18 à 40 ans. Vous m'enverrez ça? Bien sûr, absolument. Ah, qui montre ça, qui montre justement cet aspect religieux. Tout à l'heure, mais c'est sur Hexagone. Voilà, oui, mais je vous l'enverrai. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, même si ça reste sur des minorités, entre guillemets, ça peut induire quand même des changements démographiques lourds, quoi. Voilà. On va aborder quelques propositions, quelques suggestions, parce qu'on imagine un instant, vous êtes nommé ministre de la Famille. Ça me paraît tout à fait réaliste. Et les propositions qui sont les vôtres, éventuellement, sont corroborées par des éléments de sondage que vous avez en tête. Alors, Corinne Meyer avait fait son sous-titre 40 raisons pour ne pas avoir d'enfants. Alors, je ne vous demanderai pas de vous énumérer 40 raisons d'avoir des enfants, parce que la soirée, quand même, malgré tout, doit se terminer. Mais au moins 5 propositions fortes. Vous êtes ministre de la Famille demain matin, je vous donne carte blanche, 5 mesures législatives ou peu importe. Quels sont ces 5 que vous dis donc, c'est difficile ce que vous me demandez là. Qu'est-ce que je prioriserais? Alors, je pense que je ne ferai pas une politique familiale, donc une politique d'allocation familiale. C'est-à-dire que c'est important, je pense, d'augmenter les allocations familiales, mais on a toujours cette idée en France qu'il faut aider les familles les plus pauvres. C'est très bien, mais ça, c'est pas de la politique familiale, c'est de la politique sociale, donc c'est autre chose. La politique familiale, par exemple, pour les retraites, quand on dit, écoutez, on va faire venir des populations immigrées, comme ça, elles paieront les retraites des gens, bon, ce qui est quand même une drôle de façon de considérer les gens, d'ailleurs, parce que la population, c'est pas interchangeable, c'est pas comme ça, mais bref, c'est une erreur parce que, donc vous allez voir, il y a un lien avec votre question, parce qu'en réalité, les populations immigrées qui arrivent occupent des postes souvent sous-qualifiés, plus proportionnellement, donc avec des petites cotisations. Or, pour que la réforme des retraites par répartition, la retraite par répartition puisse se pérenniser, eh bien, il faut que toutes les couches de la société se reproduisent harmonieusement. Voilà. Donc, il faut aussi aider les familles, les classes moyennes, tous les types de familles doivent être aidés dans leur natalité. Donc, par exemple, les mesures fiscales seraient intéressantes. Voilà, il y a un certain nombre de pays qui exonèrent d'impôt sur le revenu des ménages qui ont des enfants. À partir de 3 enfants, je crois qu'une femme, je crois que c'est en Hongrie, est exonérée d'impôt sur le revenu. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que qui paie un impôt sur le revenu? Ça aide les femmes qui travaillent, typiquement, parce que souvent, quand il y a 2 salaires, vous commencez à payer un impôt sur le revenu. Donc, l'accession à la propriété, c'est pareil, ça aide plutôt les classes moyennes. Donc, moi, si j'étais ministre de la Famille, je n'aiderais pas que les gens les plus pauvres. Il faut les aider, je n'ai pas dit le contraire, mais il faut aider,
éviter que les autres familles aussi soient dissuadées par des aspects financiers. Voilà. Après, vous me posez des cols là parce que moi je suis pas politique, mais vous voyez, on peut faire l'inverse de ce que l'on fait actuellement. Mais pareil. Alors. C'est vrai que vous avez raison, c'est des questions abordées, le logement, il faudrait aider de fait Alors il paraît qu'il va y avoir de toute façon je ne sais pas si vous avez lu ça, plus de logements à venir, puisque mécaniquement, comme il y a moins de natalité, le baby-boom s'effaçant, enfin les générations du baby-boom, il va y avoir des logements vacants, donc moins de pression du marché, donc ils seront moins chers. Donc mécaniquement, il y aura plus de logements pour les familles, mais il faut aider, je pense notamment aux grandes métropoles. Évidemment, on pourrait... faire une aide à l'accession à la propriété ou à la location. Mais si vous voulez, toutes ces aides financières, encore une fois, sont nécessaires, mais elles sont aussi nécessaires parce qu'elles sont une aide matérielle que parce qu'elles sont une reconnaissance symbolique. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de travailler, me semble-t-il, la reconnaissance symbolique. Quand on me dit, oui, les gens n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas de logement, ou que j'entends beaucoup et qui m'est proprement insupportable, on comprend que les gens n'ont pas d'enfants quand on voit le monde qu'on leur prépare. J'ai envie de leur dire, non mais il faut atterrir. Hein. Pendant les guerres de 100 ans, les gens, ils auraient arrêté d'avoir des enfants. Après la guerre, les jeunes ménages ne savaient pas où se loger. Vous savez, il y a des tas de vidéos de l'INA, là, où on les voit chez leurs parents. Enfin, c'est pas très agréable quand même. Hein. Et donc c'est vrai que c'est une raison, mais je pense que ce n'est pas la seule. Et je pense même que même si dans les sondages, les gens disent « je n'ai pas de troisième enfant parce que je n'ai pas... parce que j'ai pas de quoi me loger », je pense que c'est pas complètement vrai, au fond. Donc, si vraiment ils en voulaient un, peut-être que ça ne les arrêterait pas. Il faut favoriser aussi la stabilité familiale. Alors ça fait vraiment très réactionnaire. Mais néanmoins, écoutez, pardon, mais c'est vrai que je pense qu'un frein à la reproduction, à la fécondité, à la procréation, voilà, c'est l'instabilité familiale. C'est évident. Parce qu'un enfant, c'est ce qui dure quand vous avez rompu avec quelqu'un, quand même. C'est quand même la statue du commandeur qui témoigne de votre amour passé, et vous gardez des liens. Voilà. Donc c'est vrai qu'il me semble que favoriser ça, interdit d'en parler, c'est absolument interdit, mais je me souviens que les AFC, une fois, avaient suggéré qu'on pourrait peut-être favoriser par les allocations la stabilité familiale. Voilà. Bon, alors c'est interdit d'en parler, mais j'en parle quand même. Voilà. Et puis peut-être aussi inverser tout ce qu'il y a à l'éducation nationale. Vous voyez, moi j'ai appris à l'école, vous peut-être aussi, c'était vraiment le livre préféré des profs de français, Vipère au point, d'Hervé Bazin. Voilà. Mais c'est fou ce bouquin, on vient de découvrir aujourd'hui, vous l'avez peut-être lu, que en fait tout ça c'était une vaste fumisterie. Hervé Bazin, c'est lui qui avait un problème, c'était pas sa mère, et que sa mère finalement par amour maternel, elle était tellement contente qu'il soit devenu quelqu'un de stable, alors que c'était un voyou avant, qu'elle a jamais dit non c'est pas ma faute, c'est lui. Bon, et je me dis mais pourquoi l'éducation nationale a tellement adoré ce bouquin? Parce que détruire la mère, c'était sympa, voilà. Et l'image de la mère, peut-être qu'on peut faire le chemin inverse, voilà, essayer de montrer d'autres modèles à l'éducation nationale, des modèles qui valorisent la maternité. Je rappelle quand même qu'il y a 2 femmes qui sont les 2 grands écrivains, qui sont dans La Gare des Michards en France, c'est Madame de Sévigné et la comtesse de Ségur. Dans la comtesse de Ségur, elle n'est pas dans La Gare des Michards, on ne va pas exagérer, mais en tout cas, elle a bercé des générations d'enfants, et toujours aujourd'hui. Et elles sont devenues des grands écrivains, non pas malgré leurs enfants, mais grâce à leurs enfants. Sans leurs enfants, elles n'auraient jamais écrit leur bouquin. Voilà, ni l'une ni l'autre. Donc, je pense que c'est un regard qu'il faut vraiment inverser. Dans le cinéma, de temps en temps, vous avez des listes qui poussent un peu sur le fumier, là. Moi, je vous conseille d'aller voir Le 6e enfant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Excellent, qui a 2 ou 3 ans. Ou encore, j'ai oublié, c'est quoi le titre exact? Sylvie Vartan, Ma mère et moi. C'est ça. Je trouve qu'il y a une très belle ode à la maternité, à la famille nombreuse. Je me dis, là aussi, il y a un état d'esprit qu'on pourrait inverser. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chartes dans les cinémas. On est forcé à de la diversité, à de la... on pourrait faire une charte qui pousse les œuvres cinématographiques, les téléfilms, à mettre à valoriser la maternité. Bon, il ne s'agit pas de faire du cinéma de propagande soviétique, mais peut-être inverser la vapeur, parce que je pense que vraiment,
penser une politique familiale simplement sur l'aspect financier, ce ne sera pas suffisant. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous avez fait très largement 5 propositions, et donc vous êtes élus, et nous allons les appliquer. Alors, peut-être que vous avez des réactions Non, mais je pense que tout a été dit. Mais c'est vrai que... Est-ce que les propositions qui sont celles qui se sont dégagées, au moins certaines d'entre elles, ressortent des sondages et sont, voilà, ont au moins une majorité ou peut-être... Non, mais c'est ce que vous avez dit, c'est que dans les sondages, il peut y avoir plein de choses qui sont rationalisées par les gens, mais qui, par ailleurs, n'ont pas de prise seulement. C'est pas parce qu'effectivement, on n'a pas de logement qu'on ne veut pas d'enfants. Et c'est intéressant de donner cette solution, de redonner une place à l'enfant, en tout cas de dédramatiser un peu l'enfant. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est très intéressant comme réflexion, dédramatiser l'enfant. Je pense qu'on peut le vivre, enfin c'est pas fréquent de pouvoir le vivre aussi radicalement, mais moi quand j'ai changé de milieu professionnel là où je suis actuellement, beaucoup de gens ont des enfants très jeunes, à 25 ans, à 30 ans ils ont déjà 2 enfants, et puis bientôt 3. Et c'est de voir la décontraction avec laquelle ils appréhendent ça, où en fait finalement dans leur travail, leurs enfants ne sont pas un problème. Et c'était complètement différent du milieu précédent où personne n'avait d'enfants, très très peu, et où ça devenait un problème. Et donc c'est vrai que c'est un peu ça, peut-être la clé, tout simplement. Je pense. Enfin, l'enfant est de droite, c'est finalement de casser ça, de faire à l'enfant une banalité idéologique, entre guillemets. Voilà. Exactement, et puis peut-être de... Oui, vous avez raison de dédramatiser. Moi, les gens, comme j'ai pas mal d'enfants, je me sens, même dans les commerces, les gens me disaient oh, vous devez avoir des machines d'entreprise pour laver votre linge. Je dis non, j'ai une machine. Voilà, mais vous voyez, il y a quand même cette idée que c'est très très compliqué. Même sur CNews, je me souviens qu'un animateur m'avait dit mais il faut être très riche pour avoir une famille nombreuse. Mais je me dis c'est affreux de dire ça en plus, parce que on nous a pas posé la question. Combien avez-vous d'enfants ? Oui, moi j'ai 7 enfants. Voilà, et je trouve que c'est là aussi on ne valorise pas la force que représente une fratrie. Cet enfant est instruite, et donc par conséquent vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors. Bah, et ça m'a vexée, vous comprenez. Et donc, et aussi pour l'enfant, c'est une pression en moins, parce que quand on parle de l'enfant roi, vous savez, un enfant tout seul, que vous avez programmé, c'est le seul truc d'ailleurs, vous voyez, le seul point sur lequel je suis d'accord avec Corinne Meyer, parce que ça, elle en parle. Elle dit, aujourd'hui, il y a une pression sur l'enfant qu'on a programmé, il est tout seul, si vous êtes avocat, il sera avocat, si vous êtes médecin, il sera médecin, comment dire, il ne réussit pas tout, s'il ne remplit pas tous vos rêves, ça va être une déception terrible. Alors que quand vous avez 7 enfants, déjà on leur fiche un peu la paix, parce qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de tout, donc on ne va pas sur École Directe tous les soirs. On va pas cet avocat ou cette journaliste. Non, et voilà, et parce que si lui ne fait pas ça, l'autre fera ça. Il y a une, comment dire, une décontraction. Quelquefois, il ne se brosse pas les dents le soir. C'est pas grave, il survit. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de dentiste qui nous écoute, mais c'est ça. Et vous êtes obligé de les envoyer se coucher parce que sinon, je vous dis, je suis très frappée de voir qu'on ne sait plus laisser l'enfant à sa place. Donc, de fait, il devient un drame parce qu'il prend trop de place. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est vrai dans certains milieux professionnels, c'est pour ça que ça m'amuse que vous parliez de ça, mais que vous devenez vraiment adulte quand vous devenez parent. Et c'est pas toujours facile, parce que vous avez l'âge de vos enfants. Quand vous avez 40 ans, que vous n'avez pas d'enfants, on peut encore imaginer que vous êtes une jeune fille. Voilà. Quand vous avez 40 ans, que vous avez 6 enfants, vous n'êtes plus une jeune fille, voilà, dans le regard des autres. Et c'est vrai que c'est dur de le vivre. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui m'avait dit « Ah, j'aime beaucoup la chasse aux œufs ». Elle avait 35 ans quand même. Mes parents m'organisent toujours une chasse aux œufs. Je me suis dit « Attends, à 80 ans, ils ne vont pas lui organiser une chasse aux œufs ». À 35 ans, normalement, on organise une chasse aux œufs pour ses propres enfants. Et c'est toujours aussi sympa. Voilà. Mais c'est autre chose. Et voilà. Donc il y a une agence, une agence, ça m'a frappée, j'en ai fait un article dans Famille Chrétienne, une agence de voyage qui a dit, qui s'appelle IUT, vous connaissez peut-être cette agence qui est très connue, enfin de voyagistes, qui a dit on va détourner, on va faire un... Elle a dit que c'était l'inverse, en fait, c'est la même chose. Détourner le mouvement No Kid dans les hôtels, on va dire, ici, c'est vive les enfants, mais alors les pubs, vous voyez, vous avez une femme de mon âge qui est dans une bouée rose en licorne, qui fait la bombe dans une piscine, un homme du même âge qui prend le toboggan à l'envers, qui s'amuse. Donc en fait, non, c'est aussi No Kid, parce qu'ils ne veulent pas grandir. Les enfants, ce sont eux. Donc, accepter, faire le deuil de sa jeunesse, oui, c'est vrai, avoir un enfant, c'est...
avoir quelqu'un derrière soi. On n'est plus le plus jeune, quoi. Alors, on va laisser maintenant la place aux questions, donc autour du livre Yes Kids, mais on peut aussi poser des questions encore à notre second invité. Ça peut être des questions qui viennent d'Internet, je ne sais pas s'il y en a sur YouTube, ça peut être des questions qui viennent de la salle. Alors, est-ce que d'abord, il y a peut-être une question de la salle, et donc du coup, je céderai mon micro. Est-ce qu'il y a une question? Alors, en attendant peut-être, alors, est-ce que sur YouTube, il y a des questions? Alors, moi j'en ai une. Je repose la même en fait que tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais je voudrais votre avis. Prénom et Jean-Christian Valette. Voilà, merci. Quelle est selon vous la corrélation entre la chute de la natalité et la chute drastique des couples? Vous avez parlé des couples stables, mais des couples en général, et on voit bien des mariages, et c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Il y a une corrélation dans le temps, en 10 ans, une chute drastique des couples durables et en même temps de la natalité. Donc pour faire un enfant, je crois savoir qu'il faut être à 2. Donc si on n'est pas 2, si on est moins 2 qu'avant, il y a moins d'enfants. Ce facteur-là, dans les médias, dans les sondages, je ne le vois pas beaucoup. Je ne le vois même pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est vrai que pour avoir un enfant, il faut un cadre stable. Ça favorise évidemment la procréation, parce que quand on est à 2, on est plus fort que tout seul. Pour élever un enfant, ça paraît évident. C'est un sujet là aussi qui est complètement tabou, parce que, encore une fois, c'est revenir aux heures les plus sombres de notre histoire. Mais comment? Le mariage, l'institution mariage. Donc promouvoir ces valeurs-là, c'est être un abominable réactionnaire, donc on n'a pas le droit d'en parler. Donc c'est vrai qu'on s'interdit, et vous avez raison, une partie du débat. Moi, c'est pas là-dessus que j'ai orienté mon livre, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même l'extinction du désir maternel, qui me paraît quelque chose de très fort et qui va au-delà du couple, si vous voulez. C'est qu'on n'a jamais autant parlé d'antispécisme, l'homme qui est près de l'animal, qui est une espèce comme les autres, et on nie cette dimension animale qui est l'instinct de reproduction, mais qui existe aussi chez les hommes, mais qui existe vraiment de façon extrêmement charnelle et viscérale chez la femme. Et je me suis dit, waouh, avoir réussi à éteindre ça, c'est quand même énorme. Mais bon, si on revient quand même un peu à la genèse de tout ça, mai 68, bon, pour faire court, parce qu'en fait c'est une évolution qui s'est jouée sur toutes les années 60, mais on dit ouais, c'est la libération de la femme, c'est la victoire de la femme, elle s'est débarrassée du patriarcat. C'est une relecture complète, parce que c'est pas le patriarcat qui voulait des enfants. Au contraire, ça a libéré l'homme. D'ailleurs, il faut reprendre la genèse de mai 68. C'est Cohn-Bendit et ses copains qui voulaient envahir le dortoir des filles, et pas l'inverse. Donc ça a quand même répondu à une revendication masculine avant de répondre à une revendication féminine. Et tout ce qu'on a vanté, les moyens de contraception, etc., l'avortement, comme des moyens de libération de la femme, ça a quand même libéré d'abord l'homme en tant que garçon. On dit oui, mai 68 a tué le père, et il n'a pas seulement tué le père des garçons qui ont fait mai 68, il a tué le père potentiel en eux. Finalement, le pays est devenu une vaste garçonnière. Moi, d'ailleurs, et la femme, une éternelle jeune fille qui ne serait jamais mère. Il y a qu'à voir d'ailleurs l'évolution de la mode à cette époque-là. Dans les années 50, c'était Brigitte Bardot avec des décolletés pigeonnants, des hanches un peu appuyées. Après, ça a été Jane Birkin, androgyne, finalement presque prépubère. Vous voyez, c'était plus du tout la femme avec ses attributs maternels. Donc oui, en tuant le couple, en tuant le mariage en réalité, on n'a pas voulu tuer le couple, mais finalement on a in fine quand même un peu tué le couple, parce que ça aussi c'est la suite, on a fragilisé la procréation. Ça c'est une certitude, et ça fait partie des grands tabous. Donc quand Emmanuel Macron parle de réarmement démographique, mais qu'il n'aborde rigoureusement aucun de ces sujets, on imagine bien qu'il ne va pas trouver de solution. Voilà. En tant que sondeur, allô, ouais. Cette cassure dont je parlais, elle arrive
il y a à peu près 10-12 ans, je crois, de mémoire. Autant donc, la natalité que les couples, c'est vraiment visible dans tous les pays. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation avec l'arrivée des applis de rencontre. Est-ce qu'il y a des statistiques de corrélation, parce que les applis de rencontre, est-ce qu'elles n'ont pas explosé justement les couples stables? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ça c'est plutôt pour notre sondeur. Là. Je vais le renvoyer vers vous parce que c'est vrai que c'est sympa. Les gens ne vont pas dire eux-mêmes c'est parce qu'il y a une application de rencontre que je veux pas d'enfants. J'ai fait des sondages dans mon métier où on demande aux gens est-ce que vous avez déjà falsifié un document pour avoir un crédit ou ouvrir un compte bancaire? Les gens répondent. En l'occurrence, c'est 20%. Ils répondent 20%, oui, j'ai déjà triché. Donc on est souvent, parfois, surpris par les réponses franches, en fait. Non, bien sûr. Mais après, c'est vrai que c'est difficilement mesurable. Mais ça nourrit sans doute cette idée qu'il y a un champ des possibles qui est tellement élargi que c'est pas aussi facile. C'est plus facile, justement, qu'avant de changer de partenaire. C'est sûrement un accélérateur du phénomène. Voilà, bien sûr, sans doute. Mais, alors, Yes Kids, est-ce qu'il y a des internautes qui peuvent peut-être nous écouter? Alors, je ne sais pas s'ils ont ou pas des questions à l'un ou l'autre de nos invités, non? Est-ce que notre webmaster... Oui, il y a une question par rapport alors, qui c'est qui? D'accord. Il y a 3 ans, CNews vous avez qualifié d'aberrant de vouloir reculer l'âge de la retraite pour ménager le système par répartition sans envisager une politique démographique concrète. C'est aberrant. C'est un peu long, est-ce que vous considérez la capitalisation comme une fatalité et considérez-vous que la répartition soit un système à ménager ou à sauver? Alors, c'est une question qui rejoint vos chapitres. C'est vrai. C'est très intéressant parce que vous parlez des retraites et vous en lancez un coup de patte tout à fait rarissime contre le plan Fillon. Le plan Fillon n'a jamais abordé, la droite qui a été au pouvoir pendant un certain temps, n'a jamais abordé la question de la démographie par rapport au problème de retraite. Non, mais de toute façon, la droite, je vais être un peu méchante, mais vous savez, c'est feu Patrick Buisson qui disait, vous connaissez Patrick Buisson, c'est le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui disait en France, il y a 2 gauches, dont une qu'il est convenu d'appeler la droite. Le problème, c'est que, hélas, bien souvent, la droite a couru derrière la gauche, ou en tout cas a accepté son magistère moral, qu'elle s'est dit, oh là là, je vais passer vraiment pour une affreuse réactionnaire si j'ai une vraie politique familiale. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aspects assez antinatalistes qui sont passés sous la droite. Non, mais je crois qu'il faut être réaliste. La retraite par répartition, on conçoit qu'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui trouvent très injuste qu'il faille reculer l'âge de la retraite parce qu'ils ont joué les règles du jeu. Ils se disent pourquoi à la fin, quand j'arrive à l'âge de la retraite, on les change. Donc ça se conçoit. Sauf que comme il n'y a pas eu assez d'enfants, sans enfants, c'est une pyramide de Ponzi. Voilà, c'est ce qu'a fait Madoff. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'argent de ceux qui ont donné, mais quand ils voudront récupérer leur mise, ce ne sera plus possible. Mais sans démographie, ça peut nous emmener à 90 ans en déambulateur, cette affaire. On va bosser jusqu'au cercueil. Donc, il faut oser le dire. Alors, la retraite par capitalisation, oui, mais c'est un peu la solution inévitable et en même temps, ça ne va pas suffire non plus. Parce qu'au-delà de la retraite sonnante et trébuchante, il va y avoir d'autres problèmes. Là, on n'en est qu'à l'apéritif, des problèmes liés à la démographie déclinante. Parce qu'il y a encore la génération des boomers qui est là, qui s'occupe de ses parents, qui s'occupe des associations, qui s'occupe de ses enfants. On tape beaucoup sur les boomers, mais n'empêche qu'ils sont vachement utiles quelquefois. Bon. Et donc, mais quand on va aller dans le dur, que quand ces boomers seront à l'EHPAD, et qu'il n'y aura personne pour s'en occuper. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect matériel. Dans les maisons de retraite, la famille, par exemple, elle est un supplétif bénévole essentiel. Donc, il va se passer quoi, en fait? Ce n'est pas seulement le versement des retraites. Le versement des retraites, c'est vraiment quelque chose de spécialement frappant. C'est tangible, c'est matériel, etc. Mais les conséquences, elles vont être mais dramatiques. Donc je ne comprends même pas que personne ne s'en saisisse. Parfois, quand je dédicace mon bouquin, les gens me disent « Ah, je vais l'acheter pour ma femme ». Je lui dis « Non, mais c'est aussi un sujet pour les hommes. » Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est alors, à la fois...
on comprend que, encore une fois, que les retraités n'aient pas envie qu'on change les règles du jeu au moment où ils arrivent à la retraite, et a fortiori, parce que ça me paraît aussi qu'on mette tout dans le même sac. Moi, journaliste qui ai passé ma vie à commenter des choses assises sur un plateau, et puis un ouvrier voilà, avec son marteau-piqueur, c'est pas la même vie. On est d'accord, voilà. Donc c'est pas la même conception de la retraite. D'ailleurs, moi, je vois que mon métier, c'est plutôt un métier que les gens veulent faire très très longtemps. C'est pour les faire partir à la retraite qu'on a du mal. mais voilà. Donc bref, donc tous ces sujets-là, et votre internaute a raison, ce sont des sujets essentiels et qui sont pas abordés. Emmanuel Macron avait dit, je veux pas parler des, ça avait été répété sur France Inter par un de ses proches, je veux pas parler de la maternité parce que ça réduirait les femmes à un ventre. Voilà, donc il considère que les mères sont des ventes, c'est pas très flatteur. Paul Séville, pour compléter la question, qui est très intéressante effectivement, est-ce qu'il y a des sondages qui font chez les Français la corrélation entre les problèmes de la retraite par répartition aujourd'hui et la baisse de la démographie, ou comment se positionnent-ils aussi par rapport à l'avenir, donc capitalisation, etc. Oui, ils ont quand même conscience, c'était le chiffre que j'évoquais de 57% qui s'inquiétaient de la dénatalité, sans doute en partie à cause de ça. Mais bon, par ailleurs, finalement, on l'a dit, le sujet des retraites, il n'est pas entièrement lié à ce problème-là, parce qu'il y a des pays qui ont la retraite par capitalisation et qui ont moins d'enfants que nous, donc, enfin d'enfants par femme, j'entends. Donc oui, le lien n'est jamais fait, mais parce que, encore une fois, le problème de la natalité, du désir d'enfant, il est assez il est problématique à évoquer et puis à traiter. Donc je pense qu'il y a aussi une frilosité sur ce sujet-là. Merci, nous arrivons à la fin de notre mercredi 17, le deuxième de notre série. Je vous rappelle, chers amis présentiels et puis sur Internaute, que notre prochaine mercredi 17 sera le 14 janvier. Nous recevrons le professeur Gérard François Dumont, professeur à la Sorbonne et démographe, et donc on abordera les données. Et le titre d'ailleurs de cette soirée sera faut-il s'alarmer de l'hiver démographique? Il dira d'abord s'il y a d'abord un hiver et si on peut espérer un printemps. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur nos podcasts de notre site internet www.ethique-politique.fr. Un petit mot de la fin, si vous souhaitiez, chaque intervenant. Bah écoutez, merci de m'avoir reçu et pardon d'être arrivé en retard. Enfin, je vois que vous vous intéressez beaucoup à la démographie, donc bravo. C'est un livre blanc que nous voulons évidemment construire sur une année et demie. Très bien. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que c'est interdit de le dire aussi, mais c'est pas grave, je le dirai quand même. Je pense que le meilleur moyen d'aider son pays aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le pays s'effondre, c'est terrible. Ayez des enfants, voilà. C'est la réponse du sondage. Oui, en tout cas, c'est la mienne aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et on a ouvert plein de portes et finalement, sur les raisons et puis comment on peut changer les choses. Et bon, on voit qu'on n'est qu'au début de la réflexion, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Merci. Donc on quitte l'antenne de YouTube et pour nos amis présents ici, nous allons nous joindre à nos invités autour d'un verre d'amitié. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous faire dédicacer le livre. Et si les internautes n'ont pas la possibilité, bien sûr, d'avoir la main de Gabriel Cluzel qui aille jusqu'à eux, eh bien, nous pourrons éventuellement là le rapprocher. C'est-à-dire si vous souhaitez un livre dédicacé, mettez-nous un message et nous lui ferons transmettre. Merci.